Bienvenue pour ce premier épisode de l'émission Impossible, le podcast qui va revenir sur la saga Mission Impossible en général. Et donc aujourd'hui, la mission que nous avons acceptée avec mes agents, c'est de parler et d'introduire ce podcast avec donc forcément la série télé de 1967, donc un gros retour en 66. arrière. 66, ah oui, effectivement, elle est diffusée, c'est vrai qu'en France, en 1967. J'ai déjà été repris par des gens qui sont tatillons. Voilà, j'ai pris des gens tatillons pour parler de Mission Impossible. Et donc, les agents qui sont présents avec moi pour parler de Mission Impossible, et ben, c'est l'agent TMDJC, voilà, Sébastien qui est là avec moi. On ne se lâche plus, on est bien tous les deux à parler de plein de choses différentes. Exactement. Comment vas-tu? Ça va plutôt bien, un petit peu. Je suis toujours tendu quand c'est un nouveau projet qui se lance parce que c'est vraiment quelque chose qui a été lancé comme ça, un petit peu. On va présenter Ron juste après, que vous connaissez aussi, parce que c'était une production VHS et Canapé. Donc Ron est là et il avait à un moment beaucoup parlé d'évoquer Mission Impossible dans VHS et Canapé, et j'ai essayé de la jouer un peu à l'envers. Et il m'a repris par une belle reprise de volée sur Twitter. Il m'a dit Hey, oh, au fait, je t'ai pas déjà parlé de Mission Impossible. Je dis, ouais, tu veux venir Tu veux venir en parler avec moi? Et puis on tourne un petit peu autour du pot sur VHS avec Tom Cruise, Mission Impossible. Et bon, bah, c'était le moment de franchir le pas avec le prochain film qui va arriver. Et donc j'ai aussi l'agent Ron avec moi. Salut Ron. Ouais, salut, je comprends mieux pourquoi est-ce que t'es pas à un an près, parce que bon, c'était quoi? C'était il y a un an finalement que je t'avais dit, hey, Ouais, bah avant que ce le film serait soit pas repoussé mal plein de qu'on fois. fasse une émission. Ouais. Exactement, exactement. Et on était parti sur autre chose, parce qu'on aime bien faire nos sagas de l'été, généralement pour les blockbusters, tout ça, ou des petites sagas qui rafraîchissent un petit peu pendant l'été. Et c'est vrai que là, bah, tiens, j'avais ce petit titre à la con, l'émission Impossible, pour parler de Mission Impossible. Il y a un bouquin sur Tom Cruise qui est sorti il y a pas longtemps. Il y a l'actualité du nouveau film Day of Reckoning, je crois qu'il s'appelle, ou Reckoning tout court, je ne sais plus. Partie 1, Ouais. parce que si on suit bien, il y aura une deuxième partie. Ouais, c'est Qui ça, sort exactement. l'année prochaine, c'est ça, hein? La deuxième partie devrait suivre directement en 2000. Alors là, il y a un problème avec la grève des scénaristes. Alors je suis un peu étonné parce que je pensais que le film était écrit, vu qu'il devait se tourner un petit peu cul à cul. Donc il y a des Alors, petits soucis là. Ce qui est pas super il est rassurant, hein. normalement en partie écrit, mais les scénaristes, ils font pas que te raconter la trame de base. Enfin, il y a quand même, ils ont quand même un autre gros boulot. Puis des fois, tu as une scène qui doit être réécrite, etc. Les scénaristes sont là. Et Ouais, tout le temps, contractuellement, hein. je crois que tu peux pas leur mettre à l'envers aux États-Unis. Donc, Ah, c'est possible. Surtout qu'il y a beaucoup de donc, phases de réécriture pendant les films. Donc, et puis, bah, ils ont beaucoup fait des squelettes, d'abord des scènes d'action généralement, puis ouais, après ils brodent un petit peu l'histoire autour. Mais pas mal de storyboard. Ouais. Mais dans tous les cas, il y a beaucoup d'actualités autour de Mission Impossible, une saga donc qui existe depuis la fin des années 60. On va l'évoquer aujourd'hui. Ça sera une découverte pour Presque moi. le milieu des années 60. Ouais, Hein, 66, ouais, tout à fait. Et il y a quand même pas mal de choses à dire. On va essayer. Vraiment, le but là, c'est de vous présenter un petit peu l'émission et le projet d'émission. Et il y aura peut-être une petite annonce à la fin pour voir si vous serez chaud pour nous suivre, peut-être même un petit peu plus loin que Mission Impossible. Mais là, c'est du teasing. Et donc là, premier épisode, donc on va placer un petit peu les billes. Qu'est-ce que Mission Impossible? Les bases un petit peu de l'histoire, des personnages et de ce qui va donner ensuite la fameuse saga de Tom Cruise qui continue de cartonner au cinéma et qui fait du bien. C'est une saga qu'on aime bien, donc c'est un petit peu le but de partager ça avec vous sur plusieurs épisodes. Donc ça ne sera pas sur le canal VHS, mais vraiment une émission qui va essayer de vivre d'elle-même, voilà, qui va s'envoler comme ça pour vous faire partager notre amour pour la saga Mission Impossible. Et je crois que j'avais commencé à dire hey, salut Ron, et je lui ai déjà coupé la parole. Salut Ron. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Donc Ron, qui donc vous avez déjà entendu beaucoup sur VHS et Canapé, puisque c'est un membre actif de VHS et Canapé, qui fait donc partie de cette aventure podcastique, cette nouvelle aventure. Oui, j'ai quelque chose à dire, c'est que je suis pas très surpris que tu sois pas à un an près, puisqu'il y a environ un an. Ouais. Ouais, non, c'est cool qu'on y arrive sur du Mission Impossible. C'est, à mon avis, intéressant, et c'est intéressant d'attaquer par la série télé, ne serait-ce pour voir d'où ça part et ce qui va être gardé ou pas par la suite dans les films, parce qu'il y a quand même des vraies différences, quoi. Exactement. Mais l'esprit était déjà là, en tout cas, et puis c'est quand même quelque chose qui est assez gros, une série qui dure 7 ans, c'est pas rien. Mm. Et qui a un revival en plus. Qui a un revival un petit peu plus tard, et qui plus est, c'est une série d'une époque où dans les années 60 qui était très vivace pour la production télévisuelle. J'en parlerai un petit peu à un moment donné, où il y avait pas mal de place en fait pour des idées ou pour des trucs nouveaux. Et Mission Impossible, c'était un digne représentant de ça, quoi.
Il y avait tout à créer à Et l'époque. le truc que je rajouterais, c'est que c'est pour moi, alors ça aussi c'est très personnel, mais je pense que c'est la seule série qui ait vraiment marché sur grand écran. C'est-à-dire que il y en a eu plein des adaptations de séries avec des trucs plus ou moins heureux, mais sur un si grand format, alors évidemment on doit beaucoup à Tom Cruise, hein, mais sur un si grand format avec autant de refs, j'en vois pas d'autres. Bah, et on Le sein. évoquera à mesure donc la saga cinéma. Mais c'est vrai qu'en plus, on est sur un des rares représentants de l'adaptation qui marche et qui dure dans le temps. C'est-à-dire que il y a Tom Cruise qui permet un petit peu peut-être de faire durer et la volonté de faire du blockbuster à sa manière, mais on a plein d'exemples de séries télé adaptées qui ne marchent pas du tout. On a eu The Avengers, Chapeau melon et bottes de cuir, qui s'est complètement planté. Donc ils sont entourés des bonnes personnes, en tout cas, pour adapter Mission Impossible. Mais c'est vrai que quand on regarde, là maintenant, moi qui vraiment ai Bah, découvert un petit peu la série avec cette émission, vraiment pour préparer, parce que c'est vraiment vous qui allez bosser là aujourd'hui, c'est vous qui allez vraiment donner votre expertise sur la série que vous connaissez beaucoup mieux que moi. On est quand même sur des films qui ne ressemblent pas beaucoup au matos de base au final, Bah, en le plus. le problème, à mon sens, alors ça c'est très personnel, c'est que c'est là où je pense qu'on doit beaucoup à Tom Cruise, c'est que les films se prennent au sérieux. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu vas voir Mission Impossible, même si tu vas voir des trucs qui sont totalement impossibles, sans jeu de mots, le film, il est construit de manière sérieuse. Tous les films que tu vois qui sont adaptés en général de séries, font comme si, bah, on devait un petit peu en rire. 21 Jump Street, Starsky Hutch, Drôle de Dame. Enfin, c'est comme si tout d'un coup, en fait, on virait tout le sérieux. Enfin, toi, quand tu étais plus jeune et que tu regardais une série, tu la regardais parce que tu avais envie de la regarder. Après, on n'était pas obligé de la regarder. Mais le problème, c'est que c'est vrai que quand tu prends le matériau de base et que tu fais, bah, finalement, on retire tout le sérieux parce que comme c'est une série un peu concon, on met en lumière le côté concon. Pour moi, ça ne fonctionne pas. Et Mission Impossible, en fait, a réussi là-dessus parce que je crois que c'est une des rares séries de films à garder ce sérieux de la série d'origine. Bah, il y a ce sérieux, l'aspect premier degré, et il y a un truc qu'ont beaucoup foiré, beaucoup d'adaptations, c'est d'avoir le courage d'utiliser le concept de base. Certes, dans les films Mission Impossible, on s'en écarte. Voilà, il y a de l'action qui est pas là dans la série télé, ça mais n'empêche qu'on va garder toutes les grandes mécaniques, tous les grands marqueurs sont là, alors que dans la grande période d'adaptation de séries télé de cette époque, bon, qui s'est tarie, hein, avec les échecs, bah ouais, de Avenger, Le Saint, machin, tout ça, ça a foiré. Mais ça a foiré aussi parce que ils n'ont pas osé traiter sérieusement le concept de base de la série. Chapeau melon et bottes de cuir, ça aurait pu donner un film Oui, formidable, hein, si ça avait mais été et ça aurait traité. pu ça aurait C'était pu nul, donner une hein. série de films Et fantastiques, en ouais, plus. carrément, et ça a été une Ah, catastrophe c'est une vraie cata, internationale hein. Ouais, ouais. parce qu'ils ont pas osé prendre le petit brin de folie qu'il y avait dans la série et qui, en même temps, restait premier degré tout en ayant ce brin de folie. Il y avait cette Et, et, espèce de mélange qui existait, quoi. et pourtant, ils n'ont pas choisi les pires acteurs, hein. Enfin, je veux dire, il y a Tout une à équipe fait. derrière. Il y a des moyens et il y a. C'est souvent ce qui est fou quand tu regardes des fois les équipes techniques incroyables qu'il y a derrière certains films tout court, hein, et que tu regardes des fois le plantage que ça donne, c'est assez incroyable. Je vais en profiter pour placer aussi une petite chose qui a été improvisée à cause de Rhône qui a balancé «Venez tous sur Twitch pour discuter avec nous de Mission Impossible» alors que ce n'était pas prévu. Et je suis content, on a improvisé un live, donc voilà, vous aurez un petit retour ça dans l'émission. Donc pour vous, ce n'est pas en direct, mais quand même pour vous indiquer que si vous voulez participer avec nous en live sur les prochaines émissions, logiquement on devrait continuer là-dessus. Pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Donc je vois qu'il y a des gens en ce moment en direct avec nous et qui reprennent des fois des petites bêtises que je dis. Pampillet de chat qui est connecté, donc on salue déjà tout le monde, tous ceux qui sont en live avec nous, ça fait vraiment plaisir que vous débarquiez alors que franchement c'était pas prévu du tout, donc merci à vous d'être là. Et effectivement, Star Trek, il y a beaucoup de parallèles d'ailleurs entre Star Trek et aussi XP qui l'a dit et Mission Impossible, entre des acteurs qui sont intervenus dans les deux séries et aussi le fait que ça soit. Je disais que Ouais. c'était une des rares séries à durer dans le temps, mais c'est vrai que les films Star Trek, il y en a quand même eu beaucoup. Il y en a eu plus d'une Ouais, mais dizaine. alors, Star Trek, c'est encore autre chose parce que Star Trek, c'est plus une série qui s'est étendue en fait sur différents médias qu'une adaptation véritablement. Il y a vraiment eu un portage où tu avais vraiment l'équipe d'origine qui était là, et puis tu as eu les Picard, enfin, tu sens en fait que c'est vraiment un univers qui s'est étendu, contrairement aux autres adaptations de séries. Oui, que Je là, on est mettrais pas vraiment Star sur Trek quelque dans le chose d'à même. part, hein. Je suis Ouais. d'accord, hein, je suis d'accord. Et comme le dit XP, c'est aussi au niveau de la prod, et on va revenir justement dans cette émission, un petit peu les raccords qu'il y a entre Star Trek et Mission Impossible. D'ailleurs, donc on a un petit peu
comme ça dérouler le principe un petit peu de cette émission. Donc on va évoquer dans les prochains numéros les différentes productions des films, donc Mission Impossible 1, 2, 3, 4, 5, etc. etc., etc. Et donc là aujourd'hui on va vraiment s'attarder sur la série donc des années 60 et aussi un petit peu plus loin parce qu'il y a eu donc l'espèce de revival dans les années 80. Et on va revenir sur la genèse un petit peu de la série et ce que ça a donné, les caractéristiques principales, les personnages, etc., etc. Donc on va commencer vraiment par le tout début, voilà, l'introduction à la série Mission Impossible. Et donc on va, pourquoi pas commencer par le créateur, Bruce Geller. Est-ce que quelqu'un veut parler un petit peu de ce créateur? Est-ce que vous vous êtes renseigné un petit peu dessus ou est-ce que vous voulez que je dise un petit peu ce que moi j'ai appris en préparant l'émission? C'est comme vous voulez les amis. Et Comme là c'est tu veux. ouvert, hein. Alors moi, je vais vous dire ce que je sais. Si vous voulez après intervenir, ça va être mon passage recherche entre Wikipédia, podcast, etc. Moi, j'ai vraiment essayé de m'intéresser le plus possible, parce que comme je le disais au début, c'est vraiment pour moi une série que je ne connaissais pas du tout. Moi, c'est vraiment les films qui m'ont mis un pied, on va dire, dans Mission Impossible, et puis quelques jeux vidéo aussi, parce qu'il y a eu quelques adaptations en Oui, jeux oui. vidéo de Mission Impossible. Et donc Bruce Geller, il a créé Mission Impossible donc pour la CBS, et donc la série a été diffusée de 1966 à 1973, donc 7 saisons, donc soit 171 épisodes. Et dans ce que j'ai appris, c'est que à la base, donc Bruce Geller, donc c'était un fan d'un film qui s'appelle Top Capi. À chaque fois, c'est dur à dire ça, hein, Top Ouais. Capi, un film de Jules Dassin qui, en fait, dans le film, c'était une bande de brigands, en fait. C'était une équipe de brigands qui était mise en place pour pouvoir faire un braquage. Et comme dans la série, justement, Mission Impossible, il s'en est jamais caché, chaque personnage avait ses particularités. Il y avait l'homme fort, il y avait le spécialiste en technologie, il y avait des personnages qui pouvaient se Il a transformer. Voilà, il c'est a ça. inversé le concept. Et à la base, lui, en fait, il en avait marre, parce qu'il fait de la série depuis très très longtemps, au moment de Mission Impossible. Et il en avait un petit peu assez de faire de la série télé et il s'est dit tiens, je vais écrire quelque chose, mais ça sera pas pour une série, ça sera pour faire un long métrage qui va s'inspirer un petit peu de Top Capi. Pourquoi je décide de reparler de ce nom improbable? Et au moment où il va présenter ça à différents producteurs et dont alors la productrice mince, alors du coup Lucy Ball va dire ah ça serait super en série télé. Là il fait non, je veux pas refaire une série télé, je veux faire un film, laissez-moi faire un film. Et donc du coup, il va se retrouver un petit peu malgré lui à la tête d'une nouvelle série télé qui, à la base, devait reprendre un peu le principe justement d'une bande de brigands qui va faire des braquages avec chacun une particularité. Et on va arriver à mesure que le projet va prendre forme. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'il a écrit dans son premier pilote, enfin sa première version de scénario, c'est qu'il devait à la base braquer une sorte de yacht pour récupérer plein de thunes. Et finalement, il va aller vers un projet qui va aller vers la récupération de 2 têtes nucléaires, ce qui va donner le pilote du premier épisode de Mission Impossible, où ils vont essayer d'aller récupérer 2 têtes nucléaires en Amérique du Sud. Et généralement, si je dis pas de conneries, c'est des endroits fictifs hein, Ouais. à chaque fois. C'est dans des pays fictifs. Bah, l'idée, c'était d'éviter tout problème politique ou donc comme à chaque fois, il faisait référence Ouais. à des stéréotypes. Voilà, si on pouvait éviter les problèmes, et Problème. grand bien leur a pris parce que bah, Bah, c'était un peu une époque sensible. Et c'est ce qui a un petit peu intéressé aussi le projet, c'est que là où ils sont allés plutôt vers quelque chose d'agents spéciaux, etc. C'est quand tu es vraiment dans une époque où les gens étaient un petit peu intéressés par ces trucs-là, quoi, parce que c'était vraiment dans l'air du temps de discuter d'espionnage, etc. Et c'est ce qui va donner un petit peu l'attrait des différentes saisons. Et donc, à mesure que le projet va avancer, donc on va avoir cette mise en place des différentes personnalités autour des personnages de Mission Impossible. Et donc, ça va donner donc le premier épisode qui va arriver. Et c'est que ce qui est marrant, c'est que quand tu t'intéresses un petit peu à tout ça, c'est que quand ils ont commencé à faire le pilote et tout, lui, il s'est dit voilà, je vais faire le pilote et puis je vais me barrer. Et puis voilà, il y aura que le pilote. Et il s'est retrouvé à la tête de tout ça. Mais il a dit voilà, moi, j'ai rien d'autre. J'ai pas écrit autre chose. Donc, ça va. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va réussir à faire une série Mission Impossible? Et donc, ils vont faire appel à 2 autres scénaristes qui vont rester un petit moment dans la série, qui va permettre de mettre en place ce qui va devenir très rapidement une série culte, parce que ça va cartonner assez vite, Mission Impossible. Et les premiers retours sur le pilote vont être assez dithyrambiques, donc ça va donner la saga un petit peu qu'on connaît, quoi. Donc voilà, moi, ce que j'avais un petit peu à dire justement sur, on va dire, vraiment la genèse de base hein, de Mission Impossible. Est-ce que vous avez des choses, vous, de votre côté? Est-ce que vous êtes un petit peu intéressé comme ça à la genèse de Mission Impossible, Erwan? Ron. Bah, alors dans ce que j'ai regardé, je vais être tout à fait honnête, j'ai pas trouvé ça
passionnant, le mode de création de Mission Impossible. Par contre, je voudrais juste m'attarder sur le contexte, sur l'environnement qu'il y Mmh. avait quand c'est sorti en Ouais. 66. Donc, on peut imaginer que c'est un truc qui a été écrit en 64, 65, un truc comme ça, avant que ça se formalise. Ouais, c'est ça, en fait, il a commencé à bosser sur son concept en 64, donc dans près de 2 ans avant. Ouais. Et parce que, on va le voir quand on va regarder plus dans le contenu, Mission Impossible, ça appelle à des tas de trucs un peu foufous, quoi, au moment où ça sort. Et il s'avère qu'on est sur un moment dans les années 60 où, le public est prêt à à à accepter des propositions qui sont franchement, originales, qu'auraient pu sembler encore décalées, quelques années avant. Et pour l'illustrer, je suis allé piocher un petit peu dans d'autres séries qui étaient dans les années 60 pour donner un petit peu une idée de cette période où on pouvait avoir une très très grosse diversité et donc un très gros niveau d'acceptation finalement du public pour des tas de choses. Alors, je vous ai fait une petite liste en me concentrant sur des séries qui étaient soit un peu perchées, soit franchement originales. Alors, je note évidemment Chapeau melon et bottes de cuir, hein, c'est 61. Le prisonnier, 67. Quatrième dimension, c'est à partir de 59. Dans ces eaux-là, on a les mystères de l'Ouest, Star Trek, bien sûr. Chez nous, on a un truc de taré comme les Shadok qui existent. Autour de la quatrième dimension, on a Au-delà du réel aussi, qui était en 63. Docteur Who, 63. Un concept aussi délirant que Papa Schultz, la fête dans un camp de concentration, 65. Et Les nazis sont sympas. et le, la série que j'ai trouvée la plus proche de cette époque, c'est peut-être des agents très spéciaux, Ouais. Code Uncle, qui avait un peu Ouais. une tonalité un peu similaire, je trouve, qui est Peut-être, de peut-être dans le 64. côté, dans le côté un peu british, en fait, qu'on C'est retrouve ça. aussi dans Puis il y avait dans un Mission aspect Impossible. un peu plus pince sans rire peut-être dans Ouais. des Ah, c'est agents la série très adaptée spéciaux. par. Comment il s'appelle? Alors, bien sûr, je me lance dans des trucs, moi. C'est Guy Ritchie qui a fait Guy ça, je Ritchie, voilà, crois. c'est ça, ouais, avec Voilà, c'est ça. celui qui a fait Superman, là. Mmh. Henry Cavill. Ah, oui, Bah oui. d'accord. Et mais bah, tu vois, un très bon exemple, les films ont vraiment pour le coup pas grand-chose à voir avec la série là. D'accord. Non. C'est plus le nom qui a été retenu qu'autre chose. Mais je voulais illustrer ça pour dire qu'on est sur un moment où, on peut produire quelque chose qui peut sembler un petit peu farfelu. Ça peut devenir une série parce que ça rencontre son public. C'est hyper intéressant, je trouve, de garder ça en tête parce qu'on est sur une période où c'est pas formaté les productions. Non. On a de tout et ce qui remporte du succès, bah, bien malin celui qui le devine avant que ça sorte, quoi. Faut penser un instant comme un truc comme les Mystères de l'Ouest, ça a l'air d'être un mélange totalement improbable, quoi. Mais qui a eu l'idée de faire un truc comme ça? Et des séries, de cet ordre-là, alors pas mal sous l'impulsion des Anglais qui étaient très dynamiques à ce moment-là et qui ont toujours été un peu perchés, hein, donc et qui ont remporté Bah, pas mal de succès, mais les Américains sont pas en reste, quoi. si tu regardes les séries, anglaises, même encore aujourd'hui, hein, ils apportent toujours, une touche vraiment C'est pas différente pareil, voilà. Mmh. de ce que tu peux voir ailleurs. Alors effectivement, aujourd'hui, il y a une telle pluralité, de séries qui viennent de partout, parce que là, on parle, de tout ce qui est américano-anglais, mais aujourd'hui, tu as des séries coréennes, Mm. indiennes, et cetera, qui viennent jusque chez toi, ce qui existait pas avant. Donc c'est vrai que les productions anglaises avaient un gain, et un grain que n'avaient pas d'autres séries à l'époque. D'ailleurs, sans exagération, on avait des trucs en France qui étaient pas non plus, déconnants. On arrivait à Alors produire des j'ai trucs qui hésité étaient, parce qu'à la même époque, on a Belphégor en France, hein, dans ouais, ouais, la non, mais qui a catégorie qui a eu son succès proposition, vraiment à ouais. l'époque, hein, Bah oui. Quelqu'un dit l'homme de Picardie aussi. Ouais, ouais. Alors, que je connais pas, je le connais que de nom, mais du coup, ouais, je l'avais écarté. Mais mon propos, c'était de dire qu'en fait, c'était une excellente période pour tenter des choses. Mhm. Et je suis pas loin de penser qu'un truc comme, Mission Impossible sur la forme que ça a pris, doit aussi à Chapeau melon et bottes de cuir qui n'hésitaient pas à jouer sur la logique de gadget improbable, Puis et en montrant que c'était possible de le faire, quoi. et Mission Impossible a toujours gardé un format
très carré où tu retrouves enfin, finalement un peu toujours c'est le côté XOR si tu me passes l'expression, C'est de clair. Mission Impossible. Mmh. Alors que, The Avengers, enfin Chapeau melon et bottes de cuir, a vraiment subi une évolution en fait au fur et à mesure. Tu sens que la série c'est pas non plus, le jour et la nuit. Il y avait un concept, mais tu sentais que les scénaristes se faisaient plaisir Mmh. avec les personnages et des trucs des fois qui allaient, chercher très loin, hein. Ils ont taquiné un petit peu, le prisonnier avec des concepts un peu chelous. Enfin, c'est vraiment ça allait loin. Ce que tu n'as pas effectivement dans Mission Impossible, où là, tu as vraiment enfin, quand tu viens voir Mission Impossible, tu sais ce que tu viens voir. C'est plus américain, en fait, déjà. Ouais, ouais. C'est un truc qui est quand même cadré, hein, ça dure tant de temps, etc. Surtout le côté cadré et carré, tu le ressens dès le premier épisode en fait. Moi, c'est ce qui m'a vraiment marqué quand j'ai lancé le premier épisode, c'est que tu sens, alors déjà, le truc était très écrit déjà en amont, parce que ça fait un moment qu'ils bossaient dessus, mais tu sens que tout est là en fait dès le début. C'est-à-dire que tu as des séries effectivement qui se cherchent un peu au moment du lancement. Par Mmh. contre, quand tu lances le premier épisode de Mission Impossible, tu as déjà tout. Dire que La les recette. personnages, Mmh. voilà, la recette est là, les masques, chaque personnage a un rôle vraiment prédéfini, le déroulé, la façon dont les plans se déroulent, la façon dont à la fin ils s'en vont, etc. Enfin, vraiment, tout est déjà là. Dire que tu regardes le premier épisode, quand tu regardes ça, que tu découvres ça, quand tu as vu déjà les films, tu dis, ouais, putain, tout est déjà là, quoi. Dire que vraiment, dans le principe, il y Mais a vraiment un truc, une idée qui est bonne de base, quoi, et qui fonctionne toujours aussi même bien, je dans trouve. le Même dans le découpage, parce que bon là, si on Mm. rentre dans le vif du sujet, c'est la manière dont les épisodes sont tournés, qui amène le spectateur à ne pas savoir ce qui va se passer ou à ne pas comprendre ou à se dire: «Ah bah non, là, il vient de se faire gauler», alors que non, c'était pas la même personne. Des trucs que tu as retrouvés après dans plein de films. On parlait de Ouais. films, mais pour moi, des films comme Ocean Eleven se Oui, sont c'est pas pas mal faux. inspirés de trucs Mm. comme Mission Impossible, pour raconter en fait le truc et là, la boucle est bouclée parce que c'est à nouveau des braqueurs. Et là, voilà, on refait le tour, mais c'est le principe est là. Et ce qui est intéressant, c'est que tu parlais de la volonté de faire des choses, qu'on pouvait faire des choses, ou qu'on avait envie de faire des choses différentes à l'époque de Mission Impossible, Ron. C'est que effectivement, parce qu'il y a XP qui vraiment est très à fond dans les liens entre Star Trek et Mission Impossible, c'est que c'est vrai que les pilotes de Mission Impossible et de Star Trek ont été validés en même temps. En fait, au moment où ça a Mmh. été fait, les séries ont été produites véritablement en même temps. Je crois qu'il y avait un studio qui les séparait, même si c'était pas les mêmes chaînes, c'était vraiment quasiment construit en même temps. Et donc on était vraiment à un moment où il y avait, je pense, une volonté de faire des choses. Et il y avait surtout, comme l'a dit aussi TMDJC, c'est qu'à un moment donné, nous, on a vraiment des choses qui arrivent de partout, tout le temps, qui s'inspirent de plein de choses, et on a vraiment même trop de choses qui nous tombent dessus, ce qui fait que des fois, il y a plein de choses qui se cannibalisent dans tous les sens. Là où, à l'époque, tout était à faire, hein, on va dire dans les années 60, il y a des nouveaux concepts qui sont venus, et là où tu vois que certains concepts sont très très forts, c'est qu'ils existent encore maintenant. C'est-à-dire que Ouais, Mission et ça a Impossible est ça a une toujours là. force, hein. Ça a une force là, c'est que par rapport à aujourd'hui où tu le disais tout à l'heure, TMDJC, on a des trucs qui viennent de différents endroits et j'ai envie de dire peut-être heureusement maintenant parce Oui, que tu tout à parlais fait. de la structure tout à l'heure et de Mission Impossible, mais c'est une caractéristique et qui s'inscrit dans cette époque où les structures étaient très différentes d'une production à l'autre, d'une série à l'autre, alors que aujourd'hui paradoxalement on a plus de volume. Par contre, on a un type d'écriture, de déroulé qui va par contre se dupliquer d'une série à l'autre. C'est vrai Donc, il y a des moments, l'écriture de certaines séries, tu as un petit peu l'impression qu'ils ont pris le bouquin de comment on fait une c'est ça, série et c'est ça. chapitre 1, OK, c'est ça, protagoniste, OK. Chapitre 2, «Ah attends, on n'a pas fait les lieux». Enfin, ça ouais. Voilà. Alors évidemment, tu as des séries qui sortent complètement du lot, Bien sûr. heureusement encore Mm. Bah, aujourd'hui, mais heureusement, oui, oui, bien sûr. C'est Mais ça qu'on a tendance des fois à se raccrocher sur les trucs qui nous saoulent, alors que t'as encore des très bonnes séries qui partent sur un truc que t'as déjà vu 20 millions de fois. Et justement, parler de la Corée qui a quand même un style bien à lui d'évoquer certains thèmes. Le fait de mélanger plusieurs styles entre l'humour, le côté horreur, graphique, etc. Là, il y a pas longtemps, il y a une série qui s'appelle pas le collecteur de dettes, c'est La Traque dans le sang, ah oui, où on est sur un principe très déjà vu plein de fois, hein, avec des gens qui vont être pris dans une affaire qui les dépasse largement, etc. Mais tu as tellement un mais style écrit différemment. différent, voilà, c'est hyper intéressant. Et puis aussi une naïveté que moi j'aime beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a les personnages sont très à fleur de peau et assument parfaitement leurs sentiments, ce qui n'est pas Bah le cas de toutes les séries.
Je trouve ça C'est ce qu'on vraiment disait très tout bien. à l'heure, c'est accepter le premier degré. Ouais, C'est-à-dire c'est qu'il y ça. a un moment donné, quand tu fais un Ah, truc même un peu nanar, c'est pas grave, enfin, faut que tu le fasses avec cœur et que tu assumes ton propos. Quand tu pas d'ailleurs, c'est un petit peu on a eu l'occasion d'en parler ailleurs, mais quand tu vois ce que les gens reprochent aujourd'hui à l'univers Marvel en ce moment, c'est vraiment le côté, désamorçage constant d'une ouais. situation avec un brin d'humour qui parfois est mal dosé. Donc tu te retrouves avec un truc où tu dis: «Mais bah, quand est-ce que le film devient sérieux?» Ouais, puis ils pensent beaucoup trop aux fans. Je pense que c'est un petit peu le problème aussi, c'est un petit peu Et problématique. des fois, ils y pensent mal, mais bon, ça c'est un on va pas rentrer dans un débat là, Non, tout à fait. Pas le premier épisode. On fait pas faire des voilà. points comme ça. C'est voilà, il y a peut-être des gens qui nous connaissent pas du tout. On dit ah Heu encore des connards qui crachent sur Marvel. Mais non, pas tout de suite. ce qui est pas le cas. En plus, Mais j'ai non, j'ai un enfin, podcast sur Marvel. Venez Tout écouter à c'est vrai. Timeline, exactement. C'est vrai, c'est 199, vrai. Après 299. Disney, à partir du moment où il crève, ça va, ça va. Ah, les phrases sont dites, les termes Euh, sont là. Alors Mulder, J'avais encore un Fox, petit point. oui, vas-y, J'avais encore attends, un petit point là juste sur un petit truc, je te le. donne la Ah, pardon. parole. Donc on a Mulder, Fox qui évoque le studio qui produisait justement à l'époque Mission Impossible, donc Oui. c'est Desilus Productions, qui après a vendu les droits à la Paramount justement. Et je te redonne la parole, Ron. Ouais, il y a un truc qui m'a un petit peu amusé quand j'ai revu des épisodes là pour préparer l'émission. Puis du coup, après, j'ai regardé aussi les résumés d'une flopée d'épisodes. C'est que le postulat, il est aussi de l'époque. Alors, je sais pas s'il serait, je crois que si, en fait, qu'il serait tout aussi bien accepté maintenant. Mais finalement, le point d'ancrage, c'est qu'on suit des gens, bah, c'est des agents de la CIA, quoi, plus ou moins. Hein, et leur mission, enfin, un épisode sur deux, c'est de la pure ingérence, en fait. Et leurs actions sont loin d'être louables Ouais. systématiquement. On a des insurrections qui sont contrées, on a des coups d'État qui sont facilités. On est Des vraiment. récupérations de données. Mais oui, en fait, on est dans le truc où les héros, fondamentalement, leurs actes sont très discutables. Enfin, sauf si on est America fuck yeah, mais en- fondamentalement, c'est pas nécessairement positif. C'est pour ça Ce qu'ils qu'il doivent pas faut. se faire choper. Alors, c'est peut-être pour ça aussi qu'il n'y a pas le nom des pays. Mm. Mais, Tiens, c'est bizarre, on m'a piqué des trucs la semaine parce dernière. que la dernière fois qu'un mec a donné le nom d'un pays et puis il y avait le nôtre dans le tas, il a passé du temps dans une ambassade planquée en Angleterre. Hein, donc, Je dis ça, voilà, je dis voilà. rien. Ça, je dis rien. Mais ça m'amuse toujours de revoir le truc. Je me suis dit, et le rythme de la série, après, c'est aussi bah, c'est ce qu'on appelle, enfin, peut-être pas, on va pas ouvrir un débat là-dessus, mais le principe de soft power, quoi. C'est que euh, le rythme fait que tu prends nécessairement parti pour les personnages qui sont présentés, mais en fait, faut pas toujours trop s'interroger sur leur motivation ou ce qu'ils font. C'est toujours rigolo de revoir Bah, ça après coup, quoi. il y a plein de trucs qui sont pas exprimés dans la série, mais qui existent quand même effectivement si tu lis un petit peu en décalage et on notera par exemple qu'il y a quand même la présence d'un noir dans la série qui a un rôle important. Récurremment, tu as des femmes aussi qui sont souvent assignées à des rôles de femmes parce qu'il va falloir, ou charmer telle personne ou Mmh. récupérer telle donnée, même si au fur et à mesure de la série, il y a quand même une évolution, heureusement, de la gente féminine. Mais ça utilise aussi pas mal les stéréotypes, hein, présents là pour pouvoir utiliser ce qui est là à une époque où effectivement, on vit pas dans le même monde qu'aujourd'hui, quoi. En fait, Erwan, ils agissent un petit peu comme John Matrix quand il va au Valverde, quoi. Dire, il débarque, il retourne un gouvernement et puis il se taille. Ouais, Est-ce c'est que ce ça, serait pas le moment d'un c'est point commando? C'est moi, ça. d'ailleurs, c'est un truc qu'on lit assez peu dans la littérature, hein, dans les bouquins, et cetera. C'est que Mission Impossible a beaucoup inspiré Commando, hein. D'ailleurs, Bien c'est sûr, très similaire bien finalement. sûr, tout à fait. Merci, voilà. Surtout dans la Euh, construction, hein. Surtout, bah alors, oui, surtout. ah bah c'est aussi carré, aussi, Ouais. aussi Puis tout, efficace. et Il y a tout un le monde petit, sait quand, il y a un tout le petit monde peu sait plus d'explosion. Quand Schwarzenegger sourit, on sait très bien que c'est un masque. Personne ne peut avoir cette tête. Ou c'est un vrai Terminator, on Alors, sait en toujours tout pas. cas, la série donc est lancée et va donc, je le dis, rapidement trouver son public en France. Elle va être diffusée la première fois en 1967 sur la Ouais, deuxième chaîne de l'ORTF. l'ORTF, Voilà, la ouais. deuxième chaîne de l'ORTF. Elle va être diffusée sur la 5 et elle va réapparaître il n'y a pas si longtemps pour la première fois en version originale sous-titrée sur Gulli. C'était il y a une dizaine d'années, je crois, à peu près. Mais
elle a eu une première vague en France de succès parce qu'à l'époque où c'était diffusé effectivement sur la deuxième chaîne, ça a vraiment marché. Mais c'est surtout, enfin sa deuxième vie, on la doit beaucoup pour le coup à Berlusconi parce que Mm. c'est sur la 5, on a découvert évidemment cette série-là dans son intégralité, mais on a aussi eu la deuxième série, donc le 20 ans après, qui était une vraie découverte là pour le coup. Hein. C'est ça que ce qui est dingue, c'est que moi je ne pensais même pas que ça arrivait aussi vite en fait les séries, dire que la série est sortie en 66 aux États-Unis et 67 chez nous assez rapidement. Donc Ouais, c'était rare hein, quand même. ouais, Un truc. Ouais, c'est pas le schéma normal, tout à Et fait. tu vois à quel point ça a dû quand même marquer les gens à cette époque-là, parce que 67, ouais, Je sais pas à qui on le c'est doit fou. d'ailleurs, le passage en France, parce que L'ORTF. souvent tu as une histoire de pourquoi ils ont été récupérés tel ou tel format, mais là j'avoue que sur Mission Impossible, Mm. je sais pas du tout pourquoi ils ont fait le choix de le diffuser en France. Bien d'ailleurs, j'allais dire traduit, mais bien adapté, parce que pareil, hein, quand tu regardes le casting français, que ce soit dans les choix des termes, dans le jeu d'acteur, c'est une très Ouais, très bonne version, la le version doublage française. est pas mauvais, effectivement. Moi je l'ai vu, j'ai regardé ça sur Paramount+. Et c'est donc disponible en HD, donc ce qui est plutôt de bonne qualité. Moi, je trouve que l'image est plutôt bonne, donc c'est facilement retrouvable. Hein, de toute façon, maintenant, il y a plein de coffrets. À Noël, tu as toujours ton petit coffret Mission Impossible mis en avant dans les têtes de gondole pour faire cadeau un petit peu comme ça. Les séries télé, les Quand tu anciennes séries l'achètes au télé mois de mars, continuent. quand il coûte plus rien. Ah non, mais c'est incroyable, quoi. Alors, donc la série est lancée, etc., etc. On va. Alors d'ailleurs, je ne l'ai même pas demandé. Vous avez découvert ça quand, vous, Mission Impossible TMDJC, c'était quand la première fois que tu as regardé Mission Impossible le RTF. Non, je pense que je connaissais Mission Impossible avant de l'avoir vu, Hmm. parce qu'on connaissait le thème, parce Hmm. que Musique, ouais. c'était. Est-ce que ça avait été rediffusé sur Antenne 2? J'en sais rien. Peut-être qu'il y a pas eu. Je suis peut-être en train de dire une énorme connerie, mais il y a pas eu des passages genre la une est à vous, des trucs comme ça, où à un moment donné, ils diffusaient des Ah, épisodes random de séries, des fois, tu sais pas trop pourquoi. Alors là, je je ne pense pourrais que pas te oui, dire. parce que je me suis posé la question, j'ai essayé de regarder quand ça avait été diffusé, j'ai pas trouvé ça si évident de trouver ça en dehors de la 5, effectivement, mais moi je suis presque sûr que je l'avais vu avant le passage sur la Mais 5. moi, je regardais évidemment pas l'ORTF parce que je suis tout simplement de 75, donc voilà. C'était un peu trop vieux pour moi, mais sinon, effectivement, là où j'ai regardé la série, comme d'ailleurs j'ai découvert d'autres séries, c'était la 5. Et enfin, le nombre de séries vieilles, entre guillemets, qu'on a regardées, Ouais. qui n'étaient pas du tout fait pour un public comme nous, et que bah, on a quand même accroché à certains trucs. Alors évidemment, hein, tu me laissais le choix entre K2000 et Mission Impossible, je regardais K2000. Mais je sais pas, il y avait un petit charme, Mission Impossible, tu rentres dedans, tu sais tout, tu sais qu'ils vont gagner à la fin, tu sais qu'ils vont s'en sortir, tu as compris le truc, mais c'est comment ils font. Tu sais, c'est le côté Colombo du truc. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, en fait, voilà, tu as toutes les billes, et voilà, tu veux autre chose? Bah ouais, je veux savoir l'histoire. Eh ben, on va te raconter. Pose-toi, je te montre. Alors, comment ils ont fait? Bah ça, c'est génial, et ça marche. Alors, on va évoquer maintenant un petit peu les différents héros de l'impossible, voilà, qui ont participé à l'aventure Mission Impossible. Après, on viendra sur vraiment ce qui fait, comment fonctionnent les épisodes de Mission Impossible, tranquillou. Et donc, on va commencer. Alors, si vous avez des choses à dire, surtout, vous n'hésitez pas. Votre petit chouchou, si vous avez des anecdotes, si vous avez préparé des trucs sur les Mm. personnages, surtout, vous intervenez, il n'y a aucun problème. L'avantage des caméras, c'est que là, je peux vous voir lever la main, dire ouais, salut, j'ai envie de dire un truc sur Daniel Peter Briggs. Grave. Voilà. Et donc, présentation des personnages emblématiques de la série. Donc, alors moi, en plus, j'ai découvert en En inox. plastique, voilà, comme dirait TMDJC, les blagues, qu'il n'y avait pas automatiquement le Jim Phelps tout de suite. Je ne savais même Non. pas qu'il y avait un autre personnage qui dirigeait l'équipe au début de Mission Impossible. Donc, le premier chef de l'Impossible Mission Force, c'est Daniel Briggs, ou Dan, qui est joué par Stephen Hill dans la saison 1. Voilà, donc ça je l'ai appris. Je fais une parenthèse là-dessus, mais c'est pareil, ça c'est un truc que j'ai découvert relativement tard, parce que je sais pas quand j'ai commencé à regarder Mission Impossible sur la 5, mais en tout cas il y avait déjà Phelps qui était là, et tout d'un coup ils rediffusent le truc, et là tu vois, tu fais bah, il est où? Pasternak. C'est quoi? C'est Et quoi ben pareil, j'ai Pasternak? découvert relativement tard. Et qui a du charisme aussi, enfin je trouve qu'il joue Ouais, extrêmement ouais. bien, moi le personnage qui fait Ah, j'aime Daniel moins, hein, Briggs. Ouais. j'aime moins. Moi, Voilà, j'aime moins. moi aussi, je suis pas chez moi, je suis pas, c'est voilà, mais franchement ça va.
Je trouve que ça Et, va. et- et c'est le gars qui fait le procureur dans Law and Order Oui, des C'est années vrai, plus tard. tout c'est à fait. vrai. Alors, ce qui C'est est, assez rigolo parce que tu le reconnais pas, hein. Franchement, si t'es passé de Briggs dans Mission Impossible au procureur dans Law and Order, tu dis, et ah, c'est combien d'années après ça? c'est oula, oula, C'est oula, beaucoup plus oula. vieux? On est en train de Ouais. Law and Order, ça va être dans les années 90 que ça a dû Ouais, je commencer, crois qu'il fin y a, il y 80. a, il y a, bah, il y a presque 30 balais Ah entre ouais, Ah les oui, ouais, deux. quand donc, même, tu vois. Donc le mec, mais là, je sais pas, il y il a a un pris le truc, temps, hein. je trouve qu'il présente bien, il y a un côté un peu beau gosse comme ça, je sais pas, je le trouve charismatique, je trouve qu'il passe bien en chef d'équipe, Ah, il a une sorte là, d'autorité un peu naturelle qui Pour passe, je moi, il lui trouve. manque un truc, mais du coup, qu'on regardera au moment de Monsieur Phelps. Et c'est les cheveux blancs, dans là, les Mission, Nielsen. dans Mission Impossible, t'en auras quelques-uns qui auront fait des succès à gauche à droite Ouais. ailleurs. Donc du coup, Stephen Hill, donc, qui joue Daniel Briggs, donc pendant une seule saison, alors j'ai un petit peu cherché, j'ai dit mais pourquoi il s'est barré aussi vite, monsieur Stephen Hill? Bah, il semblerait que donc il est juif orthodoxe très pratiquant, et donc en fait il y a pas mal de choses qui faisaient que pour pouvoir jouer dans différents horaires, etc., bah, il pouvait pas, je crois, tourner les vendredis soirs à partir de telle heure, je crois que c'était 18 h. Donc il y avait vraiment des grosses contraintes au niveau de l'emploi du temps, et il semblerait qu'il était un petit peu colérique, qu'il était un petit peu du genre à gueuler sur les plateaux, et qu'il refusait parfois de jouer certaines scènes sans raison. Ce qui fait qu'à la fin de la saison, ils lui ont dit bah écoutez, non, on va se quitter gentiment, et puis voilà quoi. Et ce qui fait qu'on a eu après donc Jim Phelps, joué par Peter Graves, donc de la saison 2 jusqu'à la saison 7, et aussi donc Et oui, dans 20 ans il après. était là tout le temps. Ouais, il est toujours, Parce que toujours là. s'il a refusé les films, ça, on aura l'occasion d'en reparler, mais il a vraiment Mission Impossible, sans lui, c'est plus la même chose, quoi. C'est ça, c'est ça. Moi, je trouve que lui, c'est la classe, en fait. Ouais. Et avec Y a-t-il un pilote dans l'avion, c'est son meilleur rôle. Oui, alors là, Ah oui, oui, c'est vrai ouais, qu'il joue dedans, mais Euh, oui. Oui, oui. voilà. voilà, il Et, met les meilleures baffes du monde. mais je trouve que il est trop bien. Et ça, c'est ce qu'il a en plus de Briggs, parce que c'est le mec qui va rester d'un calme olympien en toutes circonstances. Et il a ce petit air tiens, à peine je regarde les fiches là, avec les mecs, tu vois le plan qui se dessine dans sa tête, tu vois. Il a ce côté, je suis meilleur que vous et vous le savez. Euh, Mais je vous le dis euh, pas. voilà, mais je vous le dis pas, vous le saurez qu'à la fin, en fait. Et ça marche super bien, et je trouve que ça marche super bien aussi sur la durée. Tu perçois pas cette dimension tout de suite, mais à force de prendre les épisodes et de savoir que tu te feras avoir tout le temps, bah en fait, tu te projettes dans la fabrication du plan. Et c'est vraiment le marionnettiste, quoi, y compris avec les gens de son équipe d'ailleurs. Enfin, et je trouve que c'est parfait. Il n'est pas envahissant dans la série. C'est vraiment la présence qui va rester un petit peu au-dessus de tout ça. Ouais, c'est définitivement rattaché à la série, hein. C'est à lui qu'on pense de suite, quoi. Ouais, moi, c'est le seul truc qui me manque vraiment dans cette série, si jamais elle devait revenir de manière vraiment moderne aujourd'hui, sous un autre format que les films. Ce serait l'interaction qu'il peut y avoir entre les personnages, parce que tu sais, à certains moments, surtout d'ailleurs dans le 20 ans après, où il peut y avoir de la tension entre certains personnages, mais c'est vraiment, c'est de la surface, quoi. Et il faut pas évidemment que l'équipe, enfin que les problèmes qu'il pourrait y avoir dans l'équipe, fassent échouer la mission. Mais j'aurais trouvé sympa en fait que ce soit Mmh. pas juste des protagonistes ou des stéréotypes, et que bah, Bah, il y ait plus d'interaction entre les personnages. je suis partagé parce que, tu vois, je l'avais noté ce point, mais qui concerne en gros, pour moi, tous les personnages de la série, sauf 2 qui, à mon sens, font exception. On leur demande de jouer avec beaucoup de retenue. En fait, ils sont les 3 quarts du temps, tous les personnages sont impassibles. Ils vont laisser passer très peu de choses, et ce qui est logique, hein, dans le Dans leur déroulé de boulot. l'histoire, Mmh. c'est assez logique. Mais je trouve qu'ils sont bons malgré tout, parce que tout finalement en jouant pas énormément de choses parce qu'ils doivent être impassibles, il faut qu'ils arrivent à faire passer le fait qu'il y a des moments d'intense concentration ou de tension, et ça se joue du coup sur très peu de choses. C'est sur
c'est sur un petit poil en termes d'interprétation pour qu'on Mais perçoive là, je ça, suis puisque d'accord, de toute façon, ils sont assez entièrement d'accord. monolithiques. Mais Bah, du ne coup, vous inquiétez pas, on va ça en donne reparler. aussi un cachet Mm. et une ambiance générale Ouais. à la série. C'est pour ça que je suis partagé. Je comprends ce que tu veux dire, mais d'un autre côté, Alors, si on avait des, c'était tu pas sais, sur cet aspect-là, hein. En plus, là, sur cet aspect-là, on est entièrement d'accord. Moi, ça fait partie justement des choses de la série qui me plaisent vraiment. Non, ce que j'aurais aimé, c'est qu'il y a des moments, en fait, où, surtout dans les dernières saisons, où tu as vraiment eu le début de personnages qui n'étaient pas d'accord entre eux. Et je me dis que ça aurait été sympa de le creuser un peu. Pas forcément, tu sais, on n'est pas chez les Ch'tis versus les Marseillais, tu vois. Mais qui est un petit peu plus que juste. Je suis pas vraiment d'accord avec toi, mais bon. Mm. Passons. Mais, on en discutera un petit peu après, parce que pour moi, ça fait partie justement des caractéristiques vraiment majeures de la série Ouais. qui se ressent dès le premier épisode, qu'on est surtout sur des personnages fonctions qui permettent de mettre en avant justement la mécanique Alors, en fait du plan. oui, mais Oui, mais paradoxalement, il y a- paradoxalement, tous les personnages, en tout cas les récurrents, sont attachants. Ah Ils ont une oui, tout à personnalité. fait. Ils auraient pu être juste vraiment, genre, bah, lui, c'est le mécano, lui, et puis point final. Mais il y a toujours, tu es content de les revoir, tu es content que ce soit les mêmes têtes. Tu vois, c'est un peu le côté ils choisissent dans Masque le type. Ah, il a pris le motard. Ah, j'aime bien le motard et tout. Il y a un petit côté comme ça. c'est vrai, ça marche bien ce truc-là. Donc là, on a parlé des chefs d'équipe. Il y a donc aussi donc, la femme fatale, Cinnamon Carter, qui sera présente sur les 3 premières saisons, donc jouée par Barbara Bain. Donc c'est un peu, on va dire, une sorte de spécialiste de l'infiltration qui va apprendre, qui va charmer, comme on parlait tout à l'heure, donc certains hommes pour pouvoir faire avancer la mission, qui va aussi beaucoup se déguiser et qui va prendre vraiment le rôle de différents personnages. Et ce qui fait d'ailleurs, j'ai écouté 2-3 interviews dans différentes choses et tu vois qu'elle a adoré jouer ce rôle-là parce que justement elle pouvait jouer plein de rôles différents. Elle pouvait jouer je sais pas, une impératrice Une ou je sais pas hôtesse de quoi, une hôtesse l'air. de l'air. Enfin voilà, il y avait vraiment plein de choses à faire de ce côté-là. Et pareil, tu vois comment ça fonctionne dès le premier épisode, hein. C'est là où c'est vraiment bien fait, c'est que tu vois vraiment sa fonction dans l'équipe qui est hyper importante et qui permet des fois de débloquer certaines situations qui semblent complètement bloquées d'ailleurs. C'est un peu de répétition, mais Je fais une parenthèse là-dessus aussi, mais ce qui est assez rigolo, parce qu'on parlait du fait que chaque personnage était un personnage fonction, qui sont des stéréotypes quelque part. Mais elle, quand elle, alors ils le font tous, mais c'est vraiment elle que tu vois le plus souvent être grimée. Il y a le côté, elle remplace d'autres personnages fonctions finalement. Elle joue sur les stéréotypes. Elle met en lumière tous les trucs de une secrétaire, bah forcément jupe là, les lunettes, vraiment c'est le prototype de la secrétaire, elle rentre et c'est drôle du coup de voir que ça joue sur ces stéréotypes-là. Et je trouve que c'est même hyper intéressant parce que elle, c'est la beauté Hitchcockienne. oui. C'est la blonde, la beauté froide, etc. Et tu parlais tout à l'heure de la place des femmes dans la série. Et ben moi, je trouve que on a quelque chose qui est très moderne parce que sa fonction, ça va être justement du stéréotype du rôle de la femme là où on l'attend. Mais par contre, elle, en tant que personnage, elle est bien au-dessus. Parce qu'en jouant sur cette fonction, de fait, elle a une supériorité sur les personnes qu'elle manipule, quoi. Ça, je suis Et je sa suis place, entièrement d'accord. et je trouve ça super parce qu'on est quand même en Je 66 et on a un personnage, le personnage féminin principal est hyper important et pas du tout en dessous hyper des autres intelligent. ou J'allais dire, en plus, exactement. elle est égale, elle est d'une importance égale à tous les autres Tout à personnages de fait, tout l'équipe. à fait. Voir, tu as quand même plus ou moins un trio de tête, elle est souvent quand Oui. même dans les Dans les personnages favoris, principaux. ouais, ouais, tout à Ouais, fait. mais là où je nuancerais le truc, c'est que, je suis vraiment d'accord avec ce que tu viens de dire, mais le problème, c'est que je pense que ils n'ont pas pris énormément de risques parce que la majorité des spectateurs, en fait, ont pas tiqué ce truc-là. Et tu vois pas forcément un truc non plus très progressiste. Oui, effectivement, on joue des stéréotypes. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est pas une série. D'ailleurs, on l'a vu. Hein, ils changent les noms des pays. C'est pas une série qui a pris de gros risques. Le but, Ah non, c'est non. un produit. C'est un produit qui est bien fait. Mais ça fait pas appuyer. En fait, c'est là où tu Voilà. vois, c'est quelque chose qui fait là. Je pense qu'on aurait peut-être plutôt tendance maintenant à appuyer le fait que, mais Oui, là, je trouve qu'elle est intégrée à égal. Dire qu'elle est là, c'est elle est ça. égale aux hommes, et je trouve ça plutôt intéressant. Ouais, Dans ça m'a l'équipe, bien oui. marqué. Oui. Dans l'équipe, ça m'a bien marqué aussi le fait qu'elle est vraiment un personnage qui est hyper important et qui fait vraiment qui débloque l'action.
Il y a vraiment souvent des moments où elle débloque vraiment l'action que sans elle, en fait, la mission ne pourrait pas avancer. Mm. C'est hyper intéressant. Donc, Barbara Bain, qui est mariée avec l'un des acteurs de la série à l'époque, en tout cas, qui est donc le personnage de Rollin Hand, joué par Martin Landau. Excellent, d'ailleurs, je trouve Oui, très très bon aussi dans la série. Et qui joue le spécialiste des déguisements. Donc là, on a les masques, on a tous les délires qu'on retrouvera après dans les on films, et ça, retrouvera après dans les c'est films. ouais, Ouais. c'est hyper rigolo parce que pareil, c'est alors, il y a un côté improbable, mais qui, je sais pas pourquoi ça marche en fait. Tu vois, quand tu vois le truc, en plus peut-être de l'époque, ça fait un petit peu, Ouais, c'est très old school. c'est Et la quand tu le vois mettre suspension son masque et tout, d'incrédulité, hein, mais ça fonctionne. tu changes de taille, de voix, Voilà, c'est ça. avec un bout de latex, ça va. Moi, c'est mon personnage préféré, hein, même Il est s'il est génial. que, il est là que sur 3 saisons, Mm. mais pour moi, il est définitivement rattaché à la série. Tout à l'heure, je disais que les personnages étaient beaucoup sur la retenue, et Lando, je trouve il est exceptionnel parce que c'est donc je pense, il y en aura un autre un peu plus tard à mon sens, mais lui, il réussit à mixer le côté hyper concentration sur sa mission, mais avec un petit peu de malice dans l'œil. Mm. Lui, il a le côté aussi, je Qui est m'amuse de comme... la situation. Mais il est quand même dans la retenue, et c'est ça qui est Oui, fort. il arrive à faire les 2 en même temps, mais du coup, je trouve que lui, il éclate à l'écran parce que il ressort vraiment par rapport aux autres avec le côté, en vrai, je m'éclate à faire ce que je suis en train de faire là, à faire des masques, et ça se joue à pas grand-chose, hein. Ça se joue à un petit sourire en coin, quand il regarde, justement notre femme fatale. Ça joue vraiment sur des petits détails, mais je trouve que ça l'enrichit énormément. Mais D'ailleurs, il détail, n'était pas censé avoir un rôle aussi gros au départ, hein, ça a été gonflé pendant la première Ouais. saison, et, et c'est pas étonnant. En fait, il pue le Détail super charisme. important, hein, parce que effectivement, je parlais tout à l'heure de la relation des personnages, mais ça fait partie des choses qui fait que tu étais content de retrouver C'est ces ça. personnages-là. Ça lui donne une âme, en fait. Et tu le disais, Ron, à l'instant, c'est qu'effectivement, il devait pas être là beaucoup, et il devait même être là que pour le premier épisode. Mm. C'est-à-dire qu'il apparaît d'ailleurs comme spécial apparence, guest, machin, Ouais. presque, donc Martin Lando, machin, et il Ah avait bah, c'est pas demandé presque. au... C'est Oui, pas oui, c'est presque, ça. c'était l'invité, quoi, ouais. C'était Et ça. il avait demandé en fait à la prod, parce qu'il n'était pas forcément... Il voulait pas faire de la série télé, parce que comme ça, il disait que sa carrière cinéma allait commencer à exploser véritablement. Il voulait pas commencer à se bloquer dans une série télé. Il dit bon bah voilà, je veux bien venir, mais limite je pense que je ferai qu'un épisode et puis bah ça, donc mettez-moi en tant qu'apparence guest machin. Et au final il est apparu dans 26 épisodes sur les 27 je crois de la première saison, et il reviendra encore un petit peu après. Et en fait il disait il s'éclatait en fait, que le perso c'est presque une récréation, dire le moment où il venait, où il pouvait s'amuser avec différents personnages, vraiment il s'éclatait à participer à Mission Impossible. Ce qui fait que tu sens un petit peu, je trouve, en tout cas dans ce que j'ai vu moi, c'est qu'il y a quand même un vrai esprit d'équipe qui semble se dégager un petit peu de tout ça. Et lui, vraiment, ouais, son perso, comme disait Ron, il est cool, quoi. Il est vraiment cool, Mm. et le fait de voir avec ses déguisements et tout, c'est Il vraiment, y a du fun avec ouais, c'est lui. vraiment Puis fun. Ouais. ce qui est marrant, c'est que des fois, c'est vraiment lui qui est déguisé, puis des fois, c'est pas lui. Ah oui, oui, mais C'était marrant, d'un épisode à l'autre, en fait, c'est ah, tu te dis en plus, il doit des fois être là, alors il fait les moments où il est pas déguisé, puis il disparaît 30 minutes sur les 50 d'épisodes, quoi, parce que du coup, il va être joué par quelqu'un d'autre qui fait la doublure. Mais c'est vraiment quelqu'un qui est. Ouais, je sais pas, il joue vraiment très très bien. D'ailleurs, il a eu. Je crois qu'il a été nommé quasiment pour chaque saison où il était présent de mission d'Emmy, c'est pour les Emmy Awards. Il en a gagné un d'ailleurs, je crois. Et il y a plusieurs acteurs qui ont gagné des prix d'ailleurs pour cette série. Et la série en elle-même a gagné pas mal de prix aussi à ouais. mesure qu'elle a été diffusée. Donc c'est vraiment une série qui a cartonné et qui a marqué les esprits, en tout cas à l'époque des années 60 et tout. Et ce qui est Oh bah, dommage. juste titre, Ouais, non, mais voilà, c'est vraiment une série qui était de grande qualité et qui s'est vraiment imposée. Et ce qui est dommage, c'est qu'arrivé à la fin de la saison 3, donc la Paramount, je l'ai dit tout à l'heure, a été intéressée pour reprendre justement je crois que c'est donc la mission de production Desilu. Et donc ils ont chopé Mission Impossible, mais ils ont découvert que c'était une série qui coûtait extrêmement cher, à produire en tout cas, qui mettait plus de temps que d'autres séries à être produites aussi. Ça ouais. mettait vraiment beaucoup plus de temps à être réalisé, ce qui fait que voilà, en termes de coûts de production, c'était beaucoup plus important, et c'était plus la CBS qui se faisait de l'argent que du coup Paramount qui perdait en fait de l'argent à mesure que les épisodes se faisaient. Donc ils ont essayé de réduire un petit peu les coûts, de dire voilà, bon, bah, ça coûte un petit peu cher vos conneries, ce qui fait qu'il y a eu des tentatives de négociation salariale, et ce qui fait que donc Martin Landau et
Barbara Bain ont fini par partir et quitter donc l'aventure Mission Impossible après la saison 3. Voilà, donc ça c'était pour les petits potins. Voilà, le côté voici, mais ça a Ouais, son ouais. importance, parce que Et c'était quand même ils sont deux. partis peu de temps après sur Cosmos 1999, qui est une Oui, série bien oui, parce cool. que puisque du coup on les retrouve ensemble. Mm. Alors, donc ensuite, on va continuer dans les acteurs. On a aussi donc Barney Coller, ouais, c'est Coller hein, ou Collier, je ne sais plus, joué par Greg Morris, qui lui va être là de la saison 1 jusqu'à la saison 7, qui est le spécialiste en électronique. J'avais aussi. Est-ce que j'ai pas nommé le culturiste, il est après. Autant pour moi. On a aussi Léonard Limoy qui justement va arriver après le Attends, départ. juste, J'ai juste trop vite. deux petits mots sur lui quand même, parce que c'est pareil, encore un acteur que moi Je j'aime voulais revenir beaucoup après, c'est pour ça sur ah bon, le. Ouais, d'accord. excuse-moi. Tu voulais continuer ton déroulé alors. Ouais, je me suis perdu dans mon truc. Mais donc on a Léonard Nimoy donc, qui jouait dans Star Trek pour refaire encore une fois le rapprochement sur Star Trek et Mission Impossible. Donc Léonard Nimoy, mais qui va être là que pendant une saison, je crois. Ou 2 saisons, je ne sais plus. Saison 4 à 5. Voilà, autant Ouais, pour moi. Il il va fait, jouer un acteur. en fait, c'est lui qui remplace Mm. Martin Landau, c'est Ouais, du poste pour poste, j'ai envie de dire, quoi. ouais. Et pour moi, je l'aime vraiment bien, lui Ouais. aussi, parce que je trouve qu'il l'a pas remplacé que dans la fonction, il l'a remplacé aussi dans le côté malicieux. Mais ça, c'est avec sa tête, Nimoy, ça fait ça, quoi. Avec sa tête de Il a- Nimoy. mais Non mais avec surtout sa que tête de Spock, il a toujours ce petit côté, je trouve, lui, une façon assez naturelle de ce petit côté un peu, je m'amuse du truc, quoi, et mais qui va surtout qu'en bien. fait, tout le monde le voyait en tant que Spock. Et Et oui, c'est vrai que là, quand tu le vois dans d'autres rôles, voilà, quand il joue le méchant justement dans Colombo, tu peux pas ne pas penser à Star Trek. De toute façon, t'as son rôle qui lui colle à la peau. Et pourtant, c'est un acteur vraiment, vraiment intéressant parce ouais, c'est que un bon acteur. là dans Spock, pas forcément, c'est même pas de la retenue. C'était tellement Ouais. il est stoïque. Là, bah, tu le vois être vivant. Et même pourtant, dans Mission Impossible, où justement il est censé être dans la retenue, il fait tellement vivant Ouais, par c'est rapport, vrai. par rapport à Star Trek, c'est fou, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que moi j'ai appris ça aussi là en me renseignant pour l'émission, c'est que Martin Landau, on lui avait proposé le rôle de Spock. Et il avait refusé justement parce que le rôle était trop stoïque. Donc il aurait refusé ce rôle-là parce que justement il préférait aller s'éclater sur Mission Impossible pour le côté plus exubérant du rôle que sur le rôle de Spock. Voilà, c'était l'anecdote à la Comme con. quoi, Non, c'est un petit monde, hein. c'est Rano qui fait les anecdotes, mais bon là du coup je suis obligé de le remplacer sur Mission Impossible. Normalement, tu dois Euh, prendre l'accent. Petite anecdote. Voilà. Alors, nous avons ensuite donc le culturiste, l'homme fort, justement, du groupe Mission Et Impossible. du coup, on a parlé de Spock, mais on n'a pas parlé de mon. Ouais, il a passé Ah, bah je crois que tu voulais Barney parler de lui, Collier. moi. Ah, je suis désolé. Non, bah vas-y, je te relaisse la main. Je pensais que tu voulais, parce que j'avais passé Non, très non, vite vas-y. sur Fais Peter ton Lupus. culturiste, on reviendra après dessus, c'est pas grave. Et puis, en plus, Je du vais coup, pas je te crois que je l'ai couper dans même ton pas élan. nommé, celui que tu voulais dire, non? Barney Collier. Ah, Barney Si, si, Collier. on Ah, l'a. bah oui, vas-y, Mais excuse-moi. oui, Je crois que j'allais très vite dessus, mais oui, vas-y. Barney, c'est quand même moi, ça fait partie des personnages qui m'ont donné envie de bricoler, Ok. vraiment. Ouais, je l'aimais Le bien mec, aussi. c'est Mm. MacGyver avant l'heure. Mm. Il est là avec quelques bouts de ficelle et il est capable de t'allumer une lampe là où tu dis mais il n'y a pas de courant, comment il a fait il connaît tous les trucs électroniques par cœur, il sait bloquer un ascenseur, mais tu as l'impression qu'il descend quand même. Ce mec, il sait tout faire. Et je trouve ça génial. Et C'est quand lui qui tu est le vois enfermé des dans la fois, valise au début, dans le premier c'est ça. épisode, c'est ça? C'est ça. Et quand il est pressé par le temps, tu le vois avec sa main, il est en train d'éponger son front et là, il est là avec son petit tournevis parce qu'il est pressé par le temps. Et puis, le mec, le méchant, il ouvre la porte et puis là, tu le vois partir comme si de rien n'était. Genre, bah, hop, il est là en costard-cravate, tout va bien, alors qu'il était avec une salopette 15 secondes avant. J'adore ce personnage. Il est cool. Je suis d'accord. Mm. Donc maintenant, on va vers le bourrin. Bon, allez, On va vers le ce n'est Willy. pas C'est Schwarzenegger. Willy Lupus. Armitage. Monsieur Peter Lupus, donc, qui est l'homme fort. D'ailleurs, il porte 2 personnes carrément avec les valises comme ça. Il avance tranquillou. Donc, c'est le balèze. Donc, il est culturiste d'ailleurs à la base. Et il a joué dans des péplums, des gros péplums qui tâchent. Ah oui, on l'a vu dans plein de trucs, ouais.
en Mm. plein de trucs comme ça. Et après, il n'y a pas grand chose à dire parce que pareil, lui, il est Mm. très fonctionnel. Hein, c'est vraiment le gars, il parle pas beaucoup, mais il a pareil du charisme. Je trouve qu'il passe bien. C'est quelqu'un qui marque Bah, bien déjà, par sa il est présence. réellement costaud, quoi. Ah oui, oui, Donc, Bah, c'est une vraie en baraque. fait, Hein. c'est le personnage qu'on retient, pas pour son jeu d'acteur, mais vraiment pour sa carrure. Mm. Il fait pas partie des personnages, je me disais: «Cool, il est là», mais son rôle était important dans la série quand même. Bah, c'est pareil, s'il était pas là, il y a pas mal de trucs qui pourraient pas se faire. Vraiment, tu vois, chaque Oui. personnage est important. Donc là, c'est l'homme Mais c'est fort vrai de qu'il de la était série. moins mis en avant que les Ouais, autres. Il bah, il complètement. brillait moins, enfin, il avait ses moments, quoi, mais c'était pas, on était dans autre chose. Dans un des personnages importants, mais qu'on ne voit pas, c'est la voix. Donc la voix du message qui ouvre donc l'émission Impossible était jouée par Robert Johnson en version C'est le originale. c'est le Charlie de Ouais, c'est de un peu Mission ça, Impossible. exactement. Et c'était Pierre Attet qui faisait la voix en version française. Alors, il y a eu plein d'autres acteurs qui Ouais. sont intervenus, des ouais. remplaçants Mais qui sont venus un J'en ai petit peu retenu un, petit à petit, moi. mais bah vas-y, J'en ai vas-y, retenu une fais-toi quand même plaisir. parce que je l'aime bien. C'est Leslie Ann Warren qui est dans la 5e ah saison. oui, c'est vrai. Moi, j'aimais bien ce personnage-là. Donc, elle a fait qu'une seule saison, mais 5e. Donc, on a déjà fait la bascule des années 70. Bah, du coup, même nettement plus après 68. Donc, on pouvait plus avoir un personnage de beauté froide. Enfin, c'était plus trop ça. Et elle était bien plus moderne Ouais, dans elle ses a un fonctions et son côté, approche. Moi, j'aimais elle a bien un moi, ça. côté, je trouve, est justement bah, 2e vague de, The Avengers, justement. Je trouve qu'il y avait un côté un peu comme ça, heu, Exactement, je suis bien d'accord, tout à fait. C'est plus moderne, en fait, ça met un petit ouais, coup de modernité et ça marchait bien parce que comme le reste du casting principal, restait le même, rien qu'avec son arrivée pendant cette saison, ça donne un petit vent de fraîcheur comme ça ouais, sur ce qu'il y avait. C'est un personnage qui me plaisait pas mal, moi. Alors si ouais, vous n'avez je plus, ouais. rien d'autre à ajouter sur les différents personnages, on va arriver sur les codes de la série. Qu'est-ce qui fait de la Ouais. série Mission Impossible ce qu'elle est? Pourquoi elle est devenue culte? Pourquoi on s'en rappelle maintenant? Et un tout petit peu après, bah, pourquoi ça a marqué autant la pop culture? Là, moi, j'aurais pas assez de bagages, même s'il y a des choses forcément qui vont apparaître dès les premiers épisodes, mais ça sera vraiment là. Je compte sur vous, les amis, pour Ouais, mais en fait, dire ce tu les as que. parce que la structure, elle est là dès les Ouais, premiers épisodes. ça c'est le Ouais, TMDJC jeu. l'a dit tout à l'heure. Ce qui fait la particularité et la force de la série se trouve, à mon sens, dans sa structure et dans la répétition de passages clés qu'on va retrouver d'un épisode à l'autre. Évidemment, bon, on pense tout de suite au générique, mais on va en parler plus Juste longuement. après. Ouais. Voilà. mais C'est pas que ça, c'est comme des rites. c'est ça. T'as le rite du magnéto. Ouais, et Bonjour Monsieur Phelps, votre le mission, si vous le l'acceptez, rythme, j'ai envie de dire. C'est c'est vraiment et ça. ouais, et tu sais, tu comme des étapes. T'as le magnéto, ce message s'auto-détruira dans 5 secondes. T'as le choix avec les photos, des agents qui vont te vendre l'épisode. Tout ça, c'est une formule. Le plan qui va nécessairement être, tordu. TMDJC, tu le disais tout à l'heure, on a un schéma vraiment qui se répète, où on va frôler l'échec, plusieurs fois et avec le twist systématique de: «Bah, en fait non, on frôlait pas l'échec, tout était prévu depuis le début». Ça, Le c'est vrai. truc est finalement fondamentalement sans surprise, parce qu'il est basé sur une surprise à la fin. Donc c'est le comment que tu évoquais tout à l'heure. Et c'est le cœur du fonctionnement de Mission Impossible, mais c'est d'une efficacité redoutable. Et quand on commence à regarder plusieurs épisodes et qu'on devient familier avec la série, se passe le truc classique, quand il y a quelque chose que tu aimes bien, en fait, tu les attends, ces trucs-là. La série démarre, tu vas attendre de voir où apparaît le magnéto, comment il va mettre la main dessus. Tu vas attendre de voir, ça c'est le truc important, la sélection. Tu vas attendre de voir quelles sont les photos qui sont dans le dossier pour savoir qui vont être les personnages. Et tu vas attendre en général, il y avait au moins un twist, plus souvent deux Mhm. en cours de route. En tout cas, un Tu gros. voilà, t'as au moins le gros. Et tout le jeu pendant que tu regardes, c'est comme Colombo. C'est qu'en fait, tu veux essayer d'avoir une longueur d'avance et de piger quelle est l'astuce, comment ils ont fait. Et évidemment, ça marche pas. Enfin, quand on a vu beaucoup, si ça marche au bout d'un moment, mais
Mais Mais même si tu te laisses porter par le truc, c'est là d'ailleurs, et c'est pas, n'entendez pas du tout une critique de ma part dans ce que je vais dire là, ni une comparaison malheureuse, mais ce que je veux dire, c'est que c'est là que tu vois la qualité d'écriture mmh, de chaque épisode. Si je devais comparer avec une série moderne qui utilise des codes vraiment pareil, tout carré, tu prends une série comme NCIS par exemple, où le principe est toujours le même, tu as un nouveau mort, bon, attrapez vos affaires et on va aller enquêter. Le problème, c'est qu'il y a un côté très répétitif qui se met en place là-dedans et que au bout d'un moment, pour éviter cette répétition, tu vas dire: «OK, bon, on va tuer un personnage. Bah, finalement, en fait, il n'était pas mort». Et puis, en fait, tu te retrouves, en fait, à aller piquer du côté un petit peu du soap opéra pour faire vivre ton truc que je trouve, du coup, moi, en tant que spectateur, pas ouf. Alors que dans Mission Impossible, ils ont réussi, c'est ça, je trouve, sur cette saison, c'est vraiment un challenge, à arriver à garder cette structure et continuer à surprendre le mmh, spectateur. Moi, je sais que sur les derniers épisodes de la saison 7, j'étais surpris quand même de dire: «Ah, bah oui, bah, j'aurais dû y penser». Parce mmh, que je suis dedans et que je me laisse c'est avoir. ça. Et un autre truc qu'on a évoqué aussi, qui est propre à la série et qui fait que ça traverse le temps, on l'a un peu évoqué, mais enfin, c'est le rythme, quoi. Il y a une vraie, ligne éditoriale dans la façon dont c'est fait et ce qui fait que ça a sa propre personnalité dans la façon dont, ça va se dérouler. Le jeu des acteurs qu'on a évoqué tout à l'heure participe à ça. Ça participe à ça et quand on emboîte ces différents éléments les uns dans les autres, on a ce qu'en fait, je crois, recherchent, tous les showrunners, tout le temps, c'est qu'on a une personnalité qui est unique. Mm. C'est-à-dire que si on regarde un extrait d'un épisode de Mission Impossible qui est entre guillemets «neutre», par exemple avec un personnage qui serait grimé et qui essaye de s'infiltrer quelque part, mais il te faut tu moins en moins de 30 secondes, tu sais que tu regardes un épisode de Mission Impossible. L'environnement sonore aide aussi à ça, mais au-delà de ça, le ça se, ressent dans ce qui est montré. Il y a une vraie patte qui est là-dedans et c'est toujours dur à obtenir parce que sur une série, forcément, tu as plein de réalisateurs qui se mettent dessus. C'est pas le même de l'un sur l'autre. Enfin, on a besoin de garder cette cohérence de l'un à l'autre et c'est tenu et moi, je suis d'accord, je suis très surpris de voir que ça tient à ce point sur la durée et en plus avec des personnages hyper importants qui changent, quoi. Il y a que Phelps qui reste et que Phelps est notre ami technicien. Mais en dehors de ça, ça bouge, mais la série, elle bouge pas. Et ça rejoint ce qu'on disait sur les personnages fonction. Tu peux remplacer un personnage fonction par un autre personnage fonction, ou à moins qu'il soit vraiment purement antipathique, ben, ça va pas changer la dynamique globale de la série. Donc, ça, entre guillemets, ça vieillit bien de cette façon-là parce que c'est un peu unique. Oui, oui. Je refais le parallèle avec chapeau melon et bottes de cuir, c'est pareil, chapeau melon et bottes de cuir, tu sais que tu regardes chapeau melon et bottes de cuir, quoi. Tu peux Alors, pas confondre. et c'est là où ils sont très forts, Chapeau melon, bottes de cuir, c'est qu'en plus le concept a évolué avec le temps. Oui, en Où plus. et donc alors là, franchement, mais c'est pareil, on n'a pas parlé de Lalo Schifrin, mais donc qui est le compositeur de Mission Impossible, mais l'OST pareil de The Avengers, elle compte énormément. Il y avait un grain particulier. C'est vrai que même à l'oreille, tu savais ce que tu étais en train de voir, hein. C'est peu bizarre comme concept, mais des fois, on regarde aussi avec nos oreilles les séries. Et Ouais, c'est fou ça. avant de passer justement à la musique emblématique de la série, j'avais une question justement, comme cette saison, c'est beaucoup, surtout que c'est des Mmh. saisons d'une vingtaine d'épisodes, hein, c'est pas comme maintenant où on a des trucs d'entre 8 et 10, voire peut-être maximum 12 épisodes. C'est 26 Mmh. épisodes, je crois, de Ça 50 dépend des minutes. séries, hein. Ça dépend des séries. Oui, il y a Tu il y a encore continues, quelques ouais, séries ouais, ouais, qui tu font, continues à avoir des trucs avec, parfois même mais une trentaine des, d'épisodes, c'est assez hallucinant des mais des séries de plus de 50 minutes qui vont jusqu'à une vingtaine d'épisodes, c'est quand même de plus en plus rare maintenant. Et il faut tenir ouais. la cadence, il faut tenir la qualité. Et vous qui avez vu vraiment toutes les saisons, est-ce qu'on garde en qualité tout le temps il y a forcément des Ah trucs moins bien, mais est-ce qu'on sent ah en fait, oui, est-ce que c'est par rapport aux histoires que ça va être moins bien? Est-ce que vous sentez qu'il y a une différence, je sais pas, Alors une saison à l'autre, par rapport à quoi ça alors serait moins bien, du coup, oui, pour vous, un épisode? oui, il y a des saisons qui se valent moins que d'autres, mais je pense surtout, enfin, tu me diras, Ron, si tu d'accord, mais je trouve que c'est surtout que tu as des épisodes qui sont meilleurs que d'autres ou des ouais, épisodes c'est qui surtout sont ça. plus que les saisons en eux-mêmes. Il y a pas de saison où il y a des trucs achetés, en fait, vraiment, Hmm. où tu te dis, la saison 6 elle est pourrie, par exemple. Moi, il y a toujours un moment donné où je me suis dit: «Ah, bien joué».
Parce Ouais, que tout, pour moi, tout peut se ça se joue. regarder seul. Je veux dire, ça, l'avantage, c'est que Oui, comme on le disait, ah, c'est Ah oui, oui. pas. tu peux le Voilà. mettre dans le désordre, hein, aucune Mm. importance fondamentalement. Moi, je pense qu'on est, c'est notre attachement au casting qui va aussi faire varier notre appréciation. On va peut-être avoir notre petit préféré là qui est Ouais. là, bah, il est quand Lando quitte la série, oui, ça fait un vrai changement, donc faut un petit peu s'adapter, peut-être qu'on va être un peu déçu. Mais je suis d'accord, c'est surtout une grosse différence entre les épisodes, mais c'est normal sur 171, bien sûr il y a des trucs plus faibles. Il y en a quelques-uns qui sont un peu en roue libre, qui tournent tout seuls, quoi, où il y a pas vraiment d'astuce majeure dessus. Et Où tu as c'est l'impression aussi qu'ils ont repris le scénar qu'ils ont oui, utilisé dans c'est l'épisode de c'est la un peu première vrai, saison. c'est un peu vrai. Mais bon. Et d'un seul coup, tu te fais choper par l'épisode d'après, où là, ils endorment un mec, mais toi, tu comprends pas qu'il a été endormi. Le gars, il est persuadé qu'il est dans une cabine d'avion qui va s'écraser, mais en fait, non, tout se passe juste dans une boîte avec des mecs qui remuent derrière. Tu vois. Et là, tu dis, wow, c'est trop bien, quoi. Tu vois, il y a forcément un petit peu ce jeu de montagne russe. Cela étant, je trouve que les épisodes les plus faibles sont pas suffisamment faibles pour que tu dises, Mhm. ouah, c'est bon, Voilà. j'arrête, quoi, trop facile. Même ceux Je suis entièrement qui d'accord. sont moins bons, en vrai, ça passe, quoi. On se distrait bien quand même, quoi. Et pour vous, 2023, c'est des choses. Bon, moi, je dirais oui, parce que j'en ai regardé quelques-uns, et je pense que je vais continuer, parce que je trouve ça vraiment toujours aussi efficace. Il y a vraiment toujours des idées qui fonctionnent très très bien. Est-ce que c'est quelque chose que vous conseilleriez encore là, en 2023, de découvrir Mission Impossible, Oh la là série? là, c'est compliqué comme question. En fait, tout dépend à qui tu veux le recommander. Si tu veux, en 2023, tu as Mea qui continue à nous faire des super vidéos sur Colombo, par Mm. exemple. Donc oui, il y a un public pour des trucs un peu old school ou même complètement old school. Je rappelle que pour la série d'origine, la dernière version, enfin la dernière saison date de 73. Hein. Ils ont arrêté aux États-Unis de diffuser en 73. Donc personne ici était né quand Chapeau melon et bottes de cuir en fait s'est arrêté. Euh, Si, si, Moi, Ron était j'essayais né. De, d'être gentil. Arrête de me casser de mon truc. justesse. Ça dépend à quelle date ça s'est arrêté vraiment. Mars de mémoire. Oh non, personne n'était né. Oh, Du Voilà, tout, c'est bien ce qui me semblait. vous n'importe imaginez bien, quoi. C'est 73. c'est bien ce qui me semblait. Donc voilà. Donc oui, Ne t'inquiète c'est pas pour les factuellement 20 ans après. vieux, mais mais comme en fait quand tu regardes un vieux film, il faut accepter en fait le contexte et les codes de l'époque. Si tu es OK avec ça, si tu es OK par exemple que quand, tu regardes un film en noir et blanc muet, bah, il y a pas la voix et que c'est en noir et blanc, tout va bien. Ouais, je vais plus développer sur la question pourquoi vous aimez la série, qui répondra un petit peu à ça. Mais D'accord. je pense à un truc dont on n'a pas parlé sur les caractéristiques de la série et qui peut aussi rentrer dans est-ce qu'on peut le conseiller en 2023. Mission Impossible n'est pas une série d'action. C'est Ah une oui, série de suspense. tout à fait. Ce n'est pas une série d'action. On n'a pas de bagarre dans Mission Impossible, ou s'il y a une bagarre, ça va juste être un coup de poing qui met KO. Le c'est, là, ça n'a de ce point de vue-là, ça n'a rien à voir avec les films. C'est 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 vrai qu'en général, ils endorment plutôt avec des drogues plutôt c'est ça, qu'avec le coup de tatane, ça on est d'accord. c'est ça. Donc c'est une fausse image qu'on peut peut-être avoir de la série si on ne la connaît pas et si on ne connaît, que les films. C'est pas ça l'approche, Bah, qui est surtout choisie. qu'il y a pas d'équivalent aujourd'hui vraiment, en termes de suspense. Le truc là qui me Voilà. viendrait comme ça où tu as eu vraiment des moments de suspense intense, tu as eu effectivement des séries comme Breaking Bad ou Better Call Saul, mais il y a pas que du suspense. C'est des séries qui brassent tellement large, que d'un épisode à l'autre, il va se passer des trucs, radicalement différents. Alors que là, avec le concept dont on parlait tout à l'heure, tu sais qu'à chaque épisode, tu vas avoir ton dose de stress, enfin ta dose de stress en se disant: «Mais est-ce qu'ils vont y arriver?» Alors tu Et sais qu'ils surtout vont y que arriver, c'est le Breaking principe. Bad et Better Call Saul, ça repose beaucoup sur les personnages et sur le fait que la série va évoluer avec ses personnages. Que là, on a vraiment une série qui repose sur ses missions. Ah, Et c'est là où moi je trouve que c'est très très fort de tenir pendant cette saison là-dessus, c'est que alors, tu vas avoir un attachement grâce aux acteurs et grâce aux rôles qu'ils vont tenir et leur façon de jouer. Et c'est vrai que tu n'as pas, c'est vraiment des, à la base, comme je disais, des personnages vraiment fonction, c'est-à-dire qu'ils sont là dès le début, on les choisit pour leur qualité, etc. Mais c'est vraiment du coup le scénario et les mécanismes qui font que tu vas accrocher et qui vont te permettre de Et continuer la série. Et c'est tout bénef, Mm. pour les producteurs et les diffuseurs, parce que tu peux switcher un acteur, comme ça sans aucun problème
parce que de toute façon, scénaristiquement, ça se Tu justifie. peux Il n'y l'excuser. a Ouais. aucun problème. Va virer le personnage principal de ta série quand tu as fait évoluer le perso tout du long. Ah bah il y a une des sœurs qui est morte. Bah c'est pas grave, il y a une quatrième sœur qu'on connaissait pas. Ouais. Tout va bien. Et puis, c'était très pratique pour Berlusconi qui pouvait diffuser les épisodes n'importe comment. Il pouvait te Ah merci balancer la ça, 5. mais du coup, ce qui fait qu'effectivement, d'un épisode à l'autre, c'était plus les mêmes acteurs, c'était plus: Non, «Ah non. bah oui, c'est le concept, c'est bon, on est passé de la saison 2 à la à la Des 5, fois, ça va aller». des fois, on a eu des trucs chelous sur la 5. Hein. Happy Days, par exemple, effectivement, tu passes de la saison 1 à la 4, tu... Pourquoi? Ok. On sait c'était un jeu Ok. entre eux, je crois. Tu dis à un moment donné: «Vous avez les bobines les mecs, mettez-les dans l'ordre juste pour voir ce que ça donne». Non, Et ils l'ont fait non, encore régulièrement, même non. sur d'autres chaînes, hein, diffuser tout n'importe comment dans tous les sens. C'est quand même dans les dessins animés, ils le faisaient beaucoup. Ils respectaient Ah absolument bah, pas les. Tu vois, on s'en fout, c'est pour les On gosses. s'en J'en ai fout, c'est pour les strictement gamins. rien à foutre. Tu sais, alors, parenthèse, vraiment, alors là, qui répond à ton truc, mais qui n'a rien à voir avec Mission Impossible, on a failli ne jamais avoir les mystérieuses cités d'or à cause de ça. Hein. Les diffuseurs ont fait, ben non, et nous, il nous faut un truc où on peut mettre l'épisode quand on veut, etc. Là, votre truc, il suit comme on fait. Et ils se sont battus pour que le scénar ne bouge pas et que ça reste une histoire comme ça. Donc, c'était une vraie première en France comme ça pour un dessin animé. Je ferme cette parenthèse. Non, mais c'est une très belle parenthèse. Elle était très très jolie. Je Pleine, pense elle que les était aventures dorée. de Tintin, Ouais, c'était pas que le très premier, dorée. parce qu'il y avait les aventures de Tintin qui dataient encore plus avant. Ça se suivait pas, ça, Tintin, si. Mais Ah ça si, suivait pas. c'était des modules de 5 minutes qui étaient Ah diffusés tous non, les mais les soirs. aventures de Tintin, c'est bien après. Tu parles de la série de Non, Gildas? non, la précédente, la vieille. Les aventures de Tintin, Avec les acteurs. d'après Et Hergé. Non, un Avec dessin les animé. Ah, putain, j'adorais le dessin animé, moi. c'est vrai, j'avais oublié ça. Mais en tout cas, à l'époque, Antenne 2 avait fait des pieds et des mains pour que le scénar, en fait, ce soit vraiment, enfin, que chaque épisode puisse être regardé de manière indépendante. Et évidemment, ce n'est jamais arrivé. Et tant mieux. Parlons musique. Ah Mine oui. de rien. Parce que là, on a parlé un petit peu des caractéristiques, mais quand même, elle est toujours présente, même dans les films, elle a été refaite. Même TMDJC a fait sa propre version. Il y tenait, il voulait de la musique, il a fait sa version de Mission Impossible, et on lui dit merci pour Mais son avec grand générique plaisir. de Mission Impossible, de l'émission Impossible, et là, son générique, et ça, c'est fou. Donc, Lalo Schifrin avec un générique devenu complètement culte et qui participe Culte. à l'identité Que je même de mets la série. au même niveau que l'OST de James Bond, enfin, c'est vraiment, il y a quand tu écoutes le générique, tu sais que c'est Mission Impossible. Il y a pas de, Ah bah au et c'est à blind test, l'époque où, c'est quelques secondes. Hein. mais ouais, Dès, ouais, dès c'est la première vraiment, seconde, avec le... C'est bon. ouais, c'est ça. C'est à l'époque, alors, c'est pas là encore pour critiquer par rapport à aujourd'hui, parce qu'il y a toujours de très très beaux génériques aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on était à l'époque dans un. Tu parlais, c'est Creepers tout à l'heure qui disait, il y a un principe de contexte, et c'est exactement ça en fait. Il fallait qu'il y ait un concept qui soit facilement identifiable, et que en l'espace d'un instant, tu sais où tu es, tu sais ce que tu écoutes, tu sais ce que tu regardes, et le générique qui va complètement avec ça. Et tout à l'heure, Rhône disait, bah oui, tu as le générique où on voit l'allumette, où on va entendre Monsieur Phelps, bah, si cette mission, si vous l'acceptez, tout ça, c'est une seule entité. C'est un tout. Et Ouais. mais t'es dedans. Puis en plus, c'est très intelligent parce que tu vas voir avec cette flamme, tout doucement, les acteurs se révéler les uns après les autres. J'adore le générique, mais toute l'OST est géniale parce Ouais, qu'en fait, ouais. il y avait des thèmes récurrents que tu entendais beaucoup. Tadam, tadam, Bah, tu sais Voilà, quoi, mais je m'en c'est suis, exactement ce que j'avais dans la tête. je m'en suis rendu compte en regardant justement quelques épisodes, c'est à quel point, ouais, moi je connaissais que le générique de début, et que j'avais déjà entendu finalement. Alors, je sais pas si c'est dans des émissions, dans des trucs de YouTube qui ont repris un petit peu le système, ou peut-être que dans les films, les thèmes-là ont été repris aussi. Je Et je j'avais, pense que le talin talin, je on l'a pense, déjà hein, entendu dans des films, ouais. parce qu'il est Faudrait que je presque aussi réécoute important les OST. Ouais. que le thème principal. Ah bah Hein, c'est la musique de tension, donc en fait, ah ouais, elle est top. Hein. ça fait partie, TMDJC l'a dit, c'est un tout ça. En fait, la musique, elle doit accompagner ces scènes de tension. Et il y a peu, on a publié une émission de On l'a même scoring pas sur les mis. génériques. Ben non, mais parce qu'on peut pas tout mettre. Ouais. Mais, et puis parce que tu t'avais déjà diffusé, mais dans une autre version, dans une autre émission de scoring. Ah, s'il est Euh, fort, heureusement qu'il est là, parce que moi je remettrais toujours les mêmes trucs.
Et typiquement, Très bonne émission, Scoring. ça, Écoutez Scoring. Merci, c'est gentil. merci. Ça fait partie des génériques parfaits, ça. Dans leur conception, le coup de l'allumette, là où on va suivre le fil comme ça, c'est absolument parfait. Ça Aucune nous fausse amène note. jusqu'à la situation explosive, comme tu disais, découverte des acteurs au fur et à mesure. Et puis il y a des images de Tout l'épisode est dedans aussi. emboîté comme ça dans le générique, c'est vraiment Et- masterclass, quoi. Et à l'instar de génériques comme Starsky Hutch, par exemple, en fait, c'est le truc que tu peux fredonner ultra facilement parce que les mélodies sont d'une simplicité enfantine. Le truc de base, c'est 3 notes qui sont après déclinées, mais tu fais, mais génial. Les gars, pour moi, c'est vraiment du génie, Ah quoi. bah oui, C'est ça le d'arriver, principe. t'as le Ouais, tan, c'est clair. tan, 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 et puis donc t'as le truc qui vient, ce qui fait que toi, t'as envie de pouvoir continuer à faire le tam tam tam, mais t'es obligé de lâcher pour faire le touloulou, touloulou. Mais c'est génial, c'est Du coup, tu le génial. chantes à plusieurs et tout, c'est un Ben truc. ouais, ben Faut oui, faire en canon. ayez des amis, les gens. Et s'il y a un truc, tu disais, est-ce qu'il faut concilier en 2023? Ben, moi, je dirais qu'en tout cas, la musique, on peut. Oui. Parce qu'il y a un truc, alors c'est peut-être parce que j'aime beaucoup les sons de cette époque, Non, puis là, mais le c'est vrai chiffrine, que c'est du bon. dans les années franchement, 60, il y avait vraiment plein de BO qui étaient Ouais, terribles. ouais. Les musiques des séries étaient super soignées. Même il y a peu, je me suis plongé dans les musiques de Colombo, tu vois, j'avais jamais Mais trop fait gaffe. excellent, Mais c'est excellent. bien, il y a plein de Et trucs en plus, super. c'est des musiques que tu n'entendais pas du tout ailleurs. Exactement. Parce que là, on parlait de Mission Impossible, etc. C'est vrai qu'il y avait une mode où on tâtait sur les séries. C'était un petit peu de jazz. On allait chercher du côté rock soft, etc. Mais là, dans Columbo, tu as vraiment une OST. Ça aurait pu être au cinéma. Hein. C'est clair. C'est vraiment très, très bon et dans Mission Impossible, bah, déjà, il tire le gros lot parce que, ouais, la Lochifrine, c'est bien, quoi. On a, bah, avant qu'on comprenne l'entête, tu vois, je réécoutais la musique de Magnum Force, là, que je trouve super bien. Enfin, il en a fait 2-3, quoi, des trucs. Ouais, ouais. C'est quand même pas un peintre, hein, le gars. Puis ça fait partie des oubliés parce que c'est vrai qu'on cite toujours les mêmes. On va citer du John Williams et consorts, mais c'est vrai que Schifrin, on le cite pas beaucoup, je trouve, et c'est dommage parce que c'est vraiment quelqu'un qui a habillé la télévision et le cinéma de manière très concrète. Mmh. Et je On le trouve cite dommage qu'on souvent, en parle pas Scoring, plus parce qu'on souvent. a du goût. Mais Oui, mais oui, parce nous, que on le vous cite êtes des souvent. gens bien. Voilà. Et je trouve qu'il est très fort pour jouer sur les rythmiques, en fait, aussi. Ouais. Il a de nombreux passages dans ses morceaux longs, notamment, où finalement, il y a très peu d'instruments, mais il va jouer Ouais, ouais. beaucoup juste sur les percussions comme ça, avec Ah, moi, je l'adore dans notamment le les. suspense. Bah Et ouais, les ça, contretemps. ça C'est marche quelqu'un qui utilise exactement. Ouais. énormément les contretemps et Exactement. ça, j'adore. Alors, on Moi a aussi, je trouve Héroïna ça Musique super. qui nous dit il y a une rumeur comme quoi Lalo Schifrin s'est inspiré du code Morse pour composer le rythme du morceau. Eh ben, Bah, je ne pourrais pas répondre. Ça, je ne bah, sais ce pas. serait cohérent, en tout cas, parce qu'effectivement, on n'est pas sur une rythmique binaire. Mmh. Donc, ouais, ça pourrait. À vérifier, en tout cas. Mm. Mais oui, très très bonne OST. Et on pourra. Ce qui est bien, c'est que le thème forcément est resté dans les adaptations cinéma. Donc on va pouvoir J'ai revenir adoré la là-dessus. reprise du deuxième épisode. Et Et... ça, c'est même cool parce que quand on dit que ça fait vraiment un tout avec la série, il est impossible d'imaginer n'importe quel film Mission Impossible, même en Mm. 2243, qui n'aurait pas ce thème musical. C'est et pas ce qui possible. est... Les gens seraient pas contents, quoi. Ils Ouais, arracheraient les ouais. sièges et tout. Ce serait un vrai merdier. Donc, tu étais obligé de l'avoir. Mais ce qui est. Mais enfin. On verra vraiment ce qui est bien, c'est que c'est comme Star Wars, alors, sauf que Star Wars, il y a eu John Williams tout le temps, mais avec les déclinaisons des séries et des films, on a eu quelques variations du thème de Star Wars. Oui. Mais là, pour chaque épisode, je crois que c'est quasiment un compositeur différent, sera revérifié Oui, oui. à mesure. Mais on a vraiment à chaque fois des versions différentes et parfois Mm. intéressantes, parfois décevantes. On verra bien, mais ça sera Mais vraiment à chaque fois, intéressant on de essaye revenir un là-dessus. truc. C'est cool. Ouais, c'est Quoi. Oui, différent. ouais, Ouais. je suis d'accord avec Ron, c'est-à-dire que même dans les trucs où tu te dis, ouais, tu sens qu'il y a eu quelque chose. Les mecs sont partis, ils se sont dit, tiens, mais si on partait dans cette direction-là pour voir. Bon, Et je pense ça que, n'a pas pris, et je mais pense il que y a. comme toi, je pense que certains compositeurs, rien que la fierté en fait, de retravailler ce type de morceaux cultes, Ah ouais. ça doit être un plaisir pour un compositeur de s'approprier un thème aussi culte et de réussir à donner sa propre identité à un thème pareil. Ça doit quand même Ah faire bah, plaisir. moi c'est un truc que je ne fais jamais. En fait, moi, j'ai beaucoup de mal à reprendre les thèmes d'autres personnes. Je suis vraiment dans la compo. C'est voilà, la reprise n'est pas un domaine dans lequel je me sens bien. Mais celui-là, tu vois, c'est venu ultra naturellement. J'ai commencé à pianoter sur le truc et j'ai fait mais vas-y, je viens, je fais quelque chose. Et c'est venu tout seul. Vraiment, je trouve que ce thème est magique.
Bah, vous pourrez nous dire en tout cas dans les commentaires ce que vous avez pensé du thème de TMDJC pour cette émission, voilà, pour ce premier numéro. Donc Ou voilà, même faites-nous votre thème aussi, hein, ouais, on faites-nous un thème, diffusera. voilà. Bah Si vous avez ouais. fait des thèmes de missions impossibles, surtout n'hésitez pas à nous partager Mais voilà, ouais. ce que vous avez fait à la bouche, en Bah, pétant, en rotant, voilà, ça puis peut vous être cédez les génial, hein. droits et on sort une Voilà. compile. Franchement, voilà, on va faire une Ouais. compilation de reprises, on diffusera Ah, ça j'achète. pour les J'achète Patreons, direct. voilà. Les Au cas Patreons, on vous où et offrira tout, au rien à cas où. foutre. Oui, au cas où. Au cas Au où. cas où, voilà, au cas où, ça peut être formidable. Franchement, ça va être formidable. Alors, on va continuer. Donc, on en était où? Donc, on a parlé de Lalo Schifrin, que la musique était Ouais. formidable. Et avant de parler de Mission Impossible 20 ans après, on l'a déjà quand même un petit peu évoqué, mais je vais vous demander voilà, Oui, pourquoi mais il y a des vous trucs aimez à la dire. série. Ouais. Ouais. Pourquoi vous aimez la série, les amis? Qu'est-ce qui fait que, encore maintenant, vous étiez content à l'annonce du fait qu'on allait parler quand même de la série et pas forcément que des films? Tiens, Rhône, tu voulais Ouais. arriver sur ce point-là. Je vais commencer parce que moi, pourquoi j'aime la série, ça peut être une raison pour dire regardez la série aujourd'hui. Même, c'est pour ça que j'avais un petit peu scindé. Parce que avec l'œil d'aujourd'hui, dans Mission Impossible, il y a un truc aussi qui est particulier, c'est qu'on est dans un univers qui ressemble un peu à ce qu'on avait chez Jules Verne dans le 19e. C'est un moment où on croit que tout est possible avec la technologie, qu'on peut arriver vraiment à n'importe quoi. Et ça permet toutes les excentricités. Dans Mission Impossible, il y a des gadgets. James Bond, il était vert de jalousie, quoi, lui, avec juste sa bagnole qui crachait de la fumée, quoi. C'était ridicule à côté. Et ça, je trouve que c'est vraiment sympa parce que c'est comme si on était un peu dans un monde parallèle, en fait. On est avec une sorte de rétro SF où on peut faire des trucs hallucinants, mais avec les moyens de l'époque. Donc, tu sais, avec un boîtier gros comme ça, peut-être, mais t'y arrives quand même. Et, et là où je me dis que ça peut traverser le temps, c'est que Mission Impossible, moi j'ai découvert ça dans les années 80, quoi. Donc ça avait déjà 20 ans, la série. Et finalement, ce qu'on nous montrait dans les années 80, c'était toujours pas possible de le faire, hein, dans les années 80. Et c'est toujours pas possible en 2023, hein. Alors, en fait, ça ne change pas fondamentalement le concept, mais ce qui est sympa, c'est que ça donne ça fait partie pour moi de ces choses où la patine du temps est positive. Parce que c'est ce qui donne l'impression qu'on regarde une histoire qui est pas la nôtre, ou qui est un petit peu en marge, qui est à côté, où il y a des choses où c'est possible de les faire, où on est dans un contexte qui est différent tout en étant un peu le nôtre, comme si on était un petit peu à côté de notre monde quand on regarde ça. Et je trouve que ça marche. Et le fait que ce soit une série des années 60 le permet. On reviendra dessus avec le revival un petit peu plus tard. Et pour tout dire, j'avais pas vu un épisode depuis longtemps avant qu'on prépare l'émission et j'ai été surpris de voir que ça passait aussi bien. Alors certes, je suis pas de toute première fraîcheur, donc mon avis il est peut-être un petit peu biaisé, mais je pense qu'il y a quand même des vrais points d'intérêt. Et pour une autre raison, et après j'arrête, c'est que toutes ces particularités qu'on a décrites, on a dit que ça donnait une identité unique à la série, mais pas seulement à la série, ça donne une identité unique par rapport à ce qu'on peut voir aujourd'hui. Donc un esprit curieux qui a envie un petit peu de toucher à des choses différentes, ben, je pense qu'il peut y trouver son compte parce que c'est quelque chose qu'on voit pas dans une série qui sort aujourd'hui. On est passé à autre chose, à d'autres codes, à un autre type d'écriture, mais celle-ci peut toujours rencontrer son public, quoi. Donc moi, c'est vraiment cette particularité, là, ce côté un petit peu monde parallèle, farfelu et premier degré en même temps. Les deux sont pas incompatibles, qui font que ouais, j'ai beaucoup aimé me replonger dedans, là. Et bah, et donc, beaucoup d'amour pour ce monde Ouais, farfelu j'aime et vraiment ça, parallèle. moi, Mission Ok, Impossible. très très bien. TMDJC. Bah, écoute, je vais essayer de ne pas paraphraser Rhône parce que je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit. Moi, c'est une série, que je me fais, régulièrement. En fait, c'est une série à chaque fois je me dis: Là, c'est bon, je pense que je l'ai assez regardé, 2-3 ans après, je me dis: «Tiens, juste je relance un pour voir» et puis, bah, si tu en relances un, bah, tu regardes le deuxième. Puis si tu regardes le deuxième, bah, tu parti et en général, c'est une série que je binge watch assez vite, que je me fais, sur quelques semaines ou dès que je suis dans les transports ou un truc comme ça. Alors c'est des épisodes que je connais par cœur, hein. Le truc, je sais exactement mais je sais pas, il y a un petit côté doudou, il y a un petit côté bonbon, Hmm. en fait, à Mission Impossible. Le C'est qu'en fait plus, que tu sa peux le lancer structure comme ça, soit quoi. ouais, ouais, L'avantage, ouais. c'est le truc, c'est que la série est tellement, tellement codifiée, on l'a dit tout à l'heure, que,
t'es à ton aise. Effectivement, il y a un côté univers parallèle. Ce truc, il n'est pas dans notre timeline, mais il est crédible. Même si le truc, il est limite, même si tu te dis: «Ah, comment ça se fait qu'il a pas vu juste avant?» Mais tu sais que le montage, est là, tu sais qu'on essaie de t'induire en erreur, tu sais qu'on essaie de te surprendre et ça marche chez moi. Est-ce que t'as un épisode préféré? Ah, Ah, la question de merde que personne n'attendait. je sais pas si j'ai un épisode préféré, Moi, je vais essayer de mater parce que j'ai lu le fameux épisode qu'a décrit Ron avec le gars qui se croit dans un avion et tout. Bah, celui-là Ça a fait l'air partie. cool. Alors, cet Celui-là, il est épisode-là, cool, il a hein. marqué tout le monde, hein. Cet Ouais. épisode-là, il a marqué tout le monde. Il est dingue, mais il y en a d'autres, en fait, qui me viennent. Je sais pas. Tu vois, tu m'aurais dit sur des séries beaucoup plus courtes, c'est quoi ton épisode préféré? Ça aurait été plus simple. Là, quand même, en cette Ah, c'est saison, pas il y a quand même facile, hein. pas mal d'épisodes qui sont vraiment bons, hein. Bon, alors, ton agent préféré? Je crois que je vais rester sur Barney. Barney? Ok. Ouais, Erwan, je ton l'aime agent bien. préféré? Oh, moi, c'est Martin Landau. Martin Landau? Ah oui. Ok. On va aller vers un truc un petit peu, il semblerait un peu moins cool, puisque donc 20 ans après, eh ouais, a débarqué Mission Impossible 20 ans après. Eh ouais, les choses sont plutôt bien faites sur le monde de la série télévisée. Alors Comme une série Halloween. qui a un petit peu moins marqué du coup son époque, et en cherchant un petit peu le pourquoi du comment, parce que c'est quelque chose qui aurait pu arriver maintenant. Dire là, on est vraiment dans le délire absolu de faire revenir plein de séries, de films, de machins qui datent d'il y a perpète. Et là, de ce que j'ai compris, c'est qu'il y a eu à un moment donné une grosse grève des scénaristes dans les années 80, et à un moment donné approchait la rentrée des séries. Et généralement, pour pouvoir produire quelque chose, bah, il faut automatiquement des scénarios. Si t'as pas de scénario, tu ne peux pas rentrer en phase de production. Ah, Et ça aide. voilà, ça aide pas mal. Et donc, il semblerait que la chaîne ait récupéré des anciens scénarios justement de Mission Impossible pour relancer 20 ans après la série, parce qu'ils avaient des épisodes déjà écrits. Et donc, ils ont fait appel à quelques membres de l'ancienne équipe, dont Jim Phelps, qui revient pour les 2 saisons. Et on a aussi, du coup, le fils de ton personnage préféré qui Ouais. est Barney. ah là là, il est où? Barney, voilà. Donc c'est son fils qui va jouer l'équivalent en fait en termes de rôle pour cette série, et Bah, je qui va crois, je durer crois 2 saisons. qu'il est vraiment son fils dans l'histoire en Oui, plus, tout à hein. fait. Ouais, c'est Ouais, ça. ouais. Il joue son fils dans l'histoire, tout à Mm. fait. Ah, il n'y avait pas de scénariste alors. Voilà. Donc en tout cas, ça a donné un retour de la série qui a très bien fonctionné au tout début, mais qui va très rapidement se planter à mesure que les épisodes vont continuer à se dérouler. Il n'y aura pas plus de 2 saisons, et après ça sera terminé pour Mission Impossible 20 ans après. Alors on va pas rentrer dans le détail de tout le monde, etc., parce que ça semble un petit peu moins marquant, mais quel rapport vous avez? Alors j'ai compris que c'était pas forcément aussi fifou, mais est-ce que c'est pas aussi fifou, vraiment pas terrible, ou est-ce que quand même c'est quelque chose que vous avez apprécié regarder quand c'est revenu? J'y vais, t'y vas. Vas-y, Ouais, tiens, vas-y, TMDJC. Allez, écoute, moi j'étais très content qu'il y ait une suite, vraiment. Quand je l'ai découvert, j'étais relativement jeune Mm. et j'ai passé un très bon moment. Il y avait un côté moderne, mais moderne qui était paradoxalement déjà. En fait, le problème des années 90, c'est que ils ont voulu rajouter des effets. Je parle pas seulement de Mission Impossible, mais de manière globale, hein, sur les séries, tu vois, tu prends l'époque de Code Quantum, tout ça, en fait, tu avais des effets qui ont parfois très mal vieilli, mais qui étaient déjà un peu chelous quand tu les regardais, à l'époque, hein. Quand tu regardes Oui. les premières saisons de Buffy, tu fais: ça pique un peu», tu vois? Qu'on n'a pas les mêmes moyens que le cinéma et Mhm. Mission Impossible fait pas exception à la règle. Il y a un côté un peu fauché, en fait, dans le truc et quand tu vieillis et que tu regardes la différence entre les premières saisons et 20 ans après, bah, les trucs que tu peux comprendre sur les premières saisons parce que, bah, c'est les codes de l'époque, parce que c'est filmé d'une certaine façon, parce qu'il y a un grain, tu l'acceptes un petit peu moins en fait dans la suite parce qu'il y a cette série-là, elle a le cul entre 2 chaises. Elle fait référence à des choses qui sont un peu vieilles, mais à côté de ça, elle n'a pas embrassé vraiment la modernité que ça aurait pu être, tout en utilisant des gadgets par contre qui sont, totalement improbables, même certainement encore plus improbables
que, en termes de cohérence que les premières saisons, parce que là, ils vont vraiment chercher parfois très loin. Donc, je trouve que Mission Impossible 20 ans après, c'est moins bon que la première saison, mais j'ai pas envie de faire le vieux con en mode ah mais avant c'était bien et tout ce qui est nouveau c'est nul parce que c'est pas ce que je pense. Il y a vraiment des trucs sympas dans Mission Impossible 20 ans après, mais tu sens qu'ils ont vraiment essayé de refaire la même chose au goût du jour et que je pense qu'ils auraient dû faire évoluer vraiment le concept. Alors moi, je vois plus de grimaces du côté de chez Ron. Ouais, mais TMDG, il m'a coincé parce que là, je vais faire le vieux con, du coup. Ah ouais. Ah merde. Ouais, je C'est voulais pas embêtant. utiliser le terme vieux con, mais je voyais Non, que ça bon, s'enfonçait un peu dans le siège à mesure en que. fait, voilà, moi, j'avais pas trop aimé quand ça avait été diffusé. Et là, quand j'ai revu, j'ai même trouvé ça pas bien. Et j'ai eu, du coup, étrangement, j'en ai regardé plus avant l'émission pour me dire, mais pourquoi je trouve ça aussi pas bon, quoi. Et je crois que j'ai mis le doigt dessus parce que, alors, ce que tu dis, je suis tout à fait d'accord, mais j'irai un petit peu plus loin. Moi, je trouve que c'est pas bien réalisé. Et là, Oui, contrairement à c'est la vrai. première série, je trouve que c'est Ça, pas c'est bien vrai. réalisé. C'est pas ouf, hein. Et ça participe au côté d'aspect un peu fauché, ce truc-là. Et je trouve qu'il y a eu un léger changement d'orientation qui, pour moi, ne fonctionne pas aussi bien avec le concept. Je ne sens pas, dans 20 ans après, le côté aussi machiavélique de Phelps, qui prévoit tout à l'avance. Et Oui. je suis gêné aussi de voir dans les histoires qu'une histoire sur deux, tu as l'impression qu'ils s'en sortent avec de la chance. Ah, Pas en Oui, c'est ayant vrai. prévu leur plan, Et mais parce que avec du c'est parce bol. que c'est mal écrit, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, trop souvent dans l'épisode, les choses se passent pas comme prévu et au lieu, je veux dire, dans le concept de base, le spectateur pense que ça se passe pas comme prévu, mais en fait, si, parce que c'est un plan qui est incroyablement bien Parce foutu. qu'ils avaient tout prévu. Ouais, exactement. Et là, dans 20 ans après, les missions, bah, se font un peu à l'arrache, quoi. J'ai envie de dire, Phelps, tu vieilli, mon pote. Tes plans, ils sont plus aussi bons parce que ça se joue à un poil de cul, ton histoire. Et franchement, vous avez du bol qu'il ait pas regardé à gauche au lieu de regarder à droite, le mec, sinon votre plan était fini, quoi. Et le Ouais, fait qu'on inclut une là-dessus, je suis histoire de d'accord avec toi, facteur ouais. chance, Mmh, moi, m'ennuie parce que je mmh. trouve que c'est pas ça le concept de Mission Impossible. En tout cas, pour ce qui est de la série. Ça fonctionne pas tout à fait bien, alors que dans le même temps, c'est un petit peu malhonnête parce qu'on reproduit le canevas de la série d'origine. Donc on te vend un truc avec le canevas qui est le concept de base, et dedans, on suit pas le principe jusqu'au bout. Et on a cet aspect où, Mission Impossible, j'ai presque envie d'appeler ça Mission Possible avec un peu de bol. Voilà. Ça Bah, faisait tu peut-être alors, long comme titre, mais c'est marrant parce que je suis en train de t'écouter. Je pense pas que ça fasse vieux con, hein. Je m'inscris quand même dans tout ce que tu viens de dire et je te rejoins complètement. Mais c'est vrai que le côté, fauché dont on parlait tout à l'heure, les images qui me sont venues, en fait, même en termes de on parlait de réalisation qui était pas dingue, même les lumières sont pas ouf, le clairement. mais c'est Mm. c'est vraiment le grain des années 90 et en fait, ça m'a fait penser à des séries comme Flash, qui étaient sorties à l'époque où tu sens, en fait, que les mecs, ils ont fait: «Bon allez, on a de grandes idées, on a plein de trucs, c'est quoi notre budget?» Alors, bah, déjà, peut-être 50 € pour les sandwichs. Après, faut voir. Il faut une caméra pour filmer ou pas? Bah, ouais, c'est mieux. Ah, ça va être chaud alors. Donc, tu as un peu cette impression-là de, bon, bah, on fait avec les moyens du bord, que tu n'as pas alors qu'ils étaient vraiment en Ouais. galère de thunes dans les premières saisons, que tu n'as pas effectivement dans les premières saisons. Je suis d'accord La, avec la toi. lumière, c'est trop ça. Tu vois le truc à un moment donné, tu vois le réalisateur qui dit, elle est quand même dégueulasse, la lumière naturelle là. Ouais, on va la prendre quand même. C'est ça. Bah, d'où l'aspect un peu roue de Ça, secours de ce que j'ai retrouvé en faisant quelques recherches, c'est de voilà, il faut qu'on trouve quelque chose pour boucher le trou de la rentrée des séries. Et puis on Mais a, je le savais pas ça, tu me l'apprends, hein. donc à mon avis, il y a peut-être que ça se ressent là-dedans. Après, il y a eu 2 saisons, donc il n'y a pas d'excuse pour pour l'autre saison. ouais. Mais dans tous les cas, voilà, si je vous écoute, c'est bon, il y a un peu de peut-être pas forcément de nostalgie, mais il y a un peu de tendresse pour la série qui fait que ça passe bien du côté de chez TMDJC. Ouais, moi, c'était Et passé, ouais. moi. En tout cas, Mm, à la première vision, je répète, quand, j'ai mm. regardé ça, moi, en tant que gamin, j'étais heureux. Après, effectivement, quand tu fais mais tu sais très bien que tu ne regardes pas la même chose, hein, tu es pas Mm. dupe. Mais, D'accord. Ouais, de toute façon, ouais. Mm. Bon, bah écoutez, c'est pas mal, hein, on a fait un bon petit tour d'horizon quand même, je pense, sur la série Mission Impossible. Est-ce que la mission est réussie? Vous nous le direz dans les commentaires, en tout cas, si notre mission
arrive en tout cas à bon port. On verra bien si vous avez appris des choses, si vous avez apprécié ce voyage dans Mission Impossible. J'avais quand même envie, avant de dire au revoir, de revenir sur un peu l'importance quand même de la série sur la pop culture. Enfin, en tout cas, je pense qu'elle a influencé pas mal de choses, il y a eu pas mal de références et des trucs tout cons. Alors, moi qui n'avais pas vu le premier épisode ou le deuxième épisode de Mission Impossible, il y a Alors attention, la référence, voilà, c'est le papa qui va parler, c'est mes enfants, j'ai regardé avec eux il y a pas longtemps Les Mignons 2. Alors? Et il y a un moment donné, pour se rendre dans le truc, dans le repère des méchants, il faut qu'ils aillent dans un magasin de disques, prendre un vinyle, le mettre dans un truc pour pouvoir écouter un message qui leur permet d'aller. Et il y a l'épisode 2, je crois, ou l'épisode 1, je sais plus, qui s'ouvre comme ça, où on a les personnages qui rentrent dans un truc de disque et qui écoutent un vinyle, ce qui permet en fait d'écouter le message qui va s'autodétruire au bout de tant de secondes, etc., quoi. Donc tu vois que même encore en 2023, sur un truc qui cible les enfants, on a des références comme ça aux Missions Impossibles qui s'immiscent comme ça. Et je vois aussi plein de moments où on a des messages qui s'autodétruisent, des trucs de bandes Mm. magnétiques dans différentes séries qui rendent hommage, etc., quoi. Est-ce qu'il y a des choses qui vous viennent comme ça sur la série, des exemples comme ça de films ou de séries qui se seraient inspirés un petit peu de Mission Impossible? Mais tellement, enfin là, Oui. c'est arrivé tellement de fois, que ce soit dans Lego, dans Parker Lewis ne perd jamais, dans le mais en fait, tu peux les Hmm. citer, mais à tellement de sauces, Mission Impossible. Et d'ailleurs, c'est là où c'était marrant quand, tu vois qu'ils avaient pas les droits de la musique, Ouais, ils essaient de nous faire un truc approchant un peu dégueu, mais oui, la référence, elle est omniprésente. Et elle est d'ailleurs omniprésente, même parfois de manière un peu pompée, dans la manière dont on essaie de te raconter une histoire. On parlait tout à l'heure d'Ocean Eleven, mais il y a plein de films qui ont essayé de faire genre, tiens, l'idée c'est que le spectateur, on va l'amener jusque-là, et puis en fait, non, tout était prévu. Et là, je rejoins The Ron sur ce qu'il Game, disait tout à l'heure sur là. la deuxième saison. Le problème, c'est que Mm. tout était prévu, parce que le mec a pas regardé à droite et que tu as eu du bol quand même. Et des fois, c'est très mal écrit. Et moi, j'ai un Ça. gros problème avec cet aspect-là aujourd'hui sur certains films. Ouais. Moi, je pense effectivement, il y a les trucs auxquels on pense en premier. Bah, déjà, le fait que tu as bien plus de gens qui connaissent la musique que de gens qui ont vu la série. Oui. hmm. Euh, donc, j'ai envie de dire que rien que pour ça, déjà, C'est un bon marqueur, ouais. Hmm, ça a marqué la hmm. culture. Parce que quand tu as un son comme ça qui est universel, tu dis, bah ouais, déjà rien que pour ça. Mais oui, il y a toutes les répliques cultes. Cette mission, si vous l'acceptez, voilà, le truc s'autodétruit. Ça, tu comptes pas le nombre de trucs. Combien de pubs? Ouais, t'as ça vraiment de partout, mais moi je pense que ça a eu une inspiration également sur les logiques de structure. Tu as évoqué Ocean Eleven, oui, le film de Cass, il est construit comme Mission Impossible. T'en as 5 sur 6, c'est exactement la même Ouais, les gens qui construction. ont leur spécialité, Exactement la etc. même construction. Et également un impact sur les films de machination. Pour ça, je pensais à The Game, là, le film de Fincher, qui est totalement ça, hein, où c'est vraiment le machin, la machination où tu as le twist à la fin. C'est tout à fait ça. Et cette logique de construction dans les films de machination qui vont être basés comme ça sur le fait que Seven, qu'on ouais. ne dit pas Mm. tout au spectateur pour qu'il ait la surprise avec un twist à un moment donné. Alors, je ne sais pas si la série Mission Impossible, c'est les premiers à avoir fait ça, mais en tout cas, c'est eux qui l'ont Alors, établi. voilà ce que j'allais dire. Non, ce n'est pas eux, mais oui, clairement, tu vois, Mmh, c'est le Street Fighter 2 entre guillemets du du genre, quoi. c'est ça. Oui, il y a eu des trucs avant, mais Mission Impossible. Donc ça, c'est pas forcément aussi visible que des répliques ou que de la musique, mais je suis persuadé que c'est une vraie influence qui a Ouais, découlé moi sur tout ce je qu'il y a eu partage derrière. ton avis. Et si Ouais, on a puis dit des bêtises, tant pis, parce que je suis quand même d'accord avec ça. non, mais on nous parle de l'allumette aussi, forcément, l'allumette qui allume le Ouais, truc, bah oui, pas oui, oui. encore une fois le Bah, générique, voilà, la on mise en on scène du parlait, générique. l'allumette de Mission Impossible, c'est la balle de James Bond, hein. Hmm. Mmh, C'est vrai. C'est vrai que même dans les films, c'est ce que t'attends aussi, c'est le générique, voir comment ils vont détourner Ouais. l'allumette, etc. C'est vrai que ça fait partie du truc. C'est que rien que la musique, c'est un bon marqueur. C'est la musique, tout le monde la connaît encore maintenant, même le thème principal d'origine, tout le monde le connaît. Et donc effectivement, ouais, c'est une série qui a profondément marqué les gens et qui a profondément marqué aussi le cinéma.
Et là, je rejoins Rhône sur ce qu'il disait tout à l'heure sur la construction de la musique, mais le morceau est tellement génial que, tu sais, des fois, quand tu as des morceaux qui sont revisités, le morceau d'origine, il prend un coup de vieux. Là, c'est pas le cas. Ouais, Le Non. morceau d'origine, il est Mm. toujours tout à fait. génial. Et je dis pas qu'il enterre les autres, hein, c'est juste qu'il est génial. Ah, il est génial, C'est complètement. Bah écoutez, les agents TMDJC, agent Rhône, nous arrivons au terme de notre mission. Voilà, nous avons donc parlé pour cette première partie donc de la série Mission Impossible, et je pense qu'on a bien fait de découper ce podcast en plein de morceaux parce que c'est déjà voilà à peu près une heure et assez demie dense, hein. d'émission voilà pour parler de la série, en tout cas la première série, et donc de 20 ans après, en ayant quelques petites voilà des petits trucs par-ci par-là pour évoquer d'autres Voilà. choses. Ah, comme d'habitude, j'ai envie de dire, pour les productions VHS et canapé, mais là on est sur un bon petit timing, je pense qu'on va se tenir un petit Ouais. peu à ça pour les prochains épisodes. On va essayer de faire ça le plus régulièrement possible, hein, voilà, donc vous connaissez un petit peu ce qu'on fait chez VHS. Ceux qui ne nous connaissent pas, en tout cas, bienvenue dans l'univers de VHS et canapé, et bienvenue dans l'univers de l'émission Impossible. On se donne rendez-vous très bientôt pour évoquer le premier film de Brian De Palma, qui est sorti en 1996, peut-être tous les trois, peut-être avec une personne en plus, nous verrons bien, ceux qui veulent parler avec nous du film de Brian De Palma, avec donc Tom Cruise, voilà le fameux Tom Cruise qui va ouvrir cette saga au cinéma. On se donne rendez-vous donc très bientôt. Merci à ceux qui sont venus en live. N'hésitez pas à venir pour les Ouais, prochaines fois, hein, très avec très nous pour sympa. discuter. Voilà, merci pour vos réactions en direct, pour vos anecdotes, pour vos souvenirs autour de Mission Impossible. Et je pense que, alors peut-être dans 2 semaines, je ne sais pas encore, on va en discuter entre nous pour on va dire la fréquence des émissions, mais ça va venir très bientôt. Merci tout le monde et à la prochaine. Ciao tout le monde.